Bienvenue à tous sur Un César pour Meryl, le podcast ciné qui balaye une cinéphilie alternative année après année. Je m'appelle César, je suis avec Meryl. Salut Meryl. Salut César. Après plusieurs podcasts à 3 avec Ben, là on est tous les deux, on revient au basique. Ça te fait plaisir ou pas? Tout à fait, tu sais bien que j'aime être seul avec toi. Tu me fais peur. On dirait Bernard Montiel un soir d'hiver, tu me fais très peur. Regarde de loin, il y a Patrick Sabatier. On rappelle le principe, chaque podcast présente une année cinéma. On parle des films à voir du top de l'année, tout est subjectif, ce ne sont que nos avis et on vous prévient, on spoil à tout va. C'est parti pour 1984. Et on va démarrer cette année très importante, puisque c'est l'année de ma naissance, 1984, avec les films à voir. Et on démarre ces films à voir avec une comédie américaine, The Lonely Guy, un film de Arthur Hiller, un tout petit metteur en scène des années 80. Un nouveau film de Steve Martin dans le podcast après The Jerk, et il revient dans son rôle de naïf, de célibataire qui doit apprendre à vivre seul, d'où le titre The Lonely Guy. Meryl, je me rappelle que The Jerk, t'avais pas du tout accroché, t'avais même arrêté avant la fin dans mes souvenirs. Qu'est-ce que tu as pensé de The Lonely Guy ? Que c'était aussi bon que The Jerk. En fait, tu n'aimes pas Steve Martin. Ma première phrase et mon unique phrase presque, c'est voilà, je crois que je suis pas du tout fan de Steve Martin. C'est trop lourd pour moi. Pourtant, il y a Charles Grodin là-dedans que j'aime bien, Grodin, mais voilà, le coup de la sueur en spray avec la nana qui connaît bien l'odeur des solitaires, ça a fini de m'achever. Et même la voix de Danny Wilde. Ça me fait pas marrer. Charles Grodin, pour préciser, c'est le père dans Beethoven, mais c'est surtout le comparse de De Niro dans Midnight Train. Ouais, moi c'est surtout là que je le retiens. Eh ben, tu vois, moi Steve Martin, je crois que j'ai pas une passion pour lui, faut pas déconner non plus, mais je trouve qu'il a un truc, je trouve c'est un mélange d'humour et il est touchant. En fait, je trouve ce mec-là, moi, il me touche, je le trouve toujours sympathique, un peu comme on dit chez moi à Marseille en ce moment, peu cher. Il est un peu cher, quoi. Voilà, il fait un peu de la peine, en même temps t'as envie de te marrer avec lui. On sent que c'est un peu un rôle de couillon, et moi je l'aime bien. Ce mec. Je sens qu'en fait, ce qui te plaît, c'est que c'est comme si c'était un mec à terre en sang, et toi, ce que t'aimes bien, c'est lui foutre encore des coups de pied un petit peu, histoire de rajouter à l'éloquence. Non, mais je comprends ça. Je comprends tout à fait. Pas du tout. Non, mais en plus, j'ai trouvé que, tu vois, pour un film de 84, The Lonely Guy, ça, je trouve, en fait, la façon dont c'est tourné, la façon dont c'est présenté, avec des scènes, on dirait quasiment une série. C'est vraiment des scènes qui se succèdent les unes aux autres. Le scénario, finalement, est pas très important. Et ça fait assez moderne. Je trouve que ça a été repris dans pas mal de films derrière. Cette espèce d'humour américain, très saccadé, très rythmé. Voilà, si t'aimes pas une scène, il y en a une autre qui arrive, t'as même pas le temps de te lasser. Et voilà. Et moi, j'aime bien, en fait, le principe cette espèce de célibataire, voilà, qui devient célibataire, qui ne comprend pas ce que c'est que le célibat, et tout le monde lui enseigne comment être célibataire, acheter des plantes, se mettre des faux amis en carton pour faire croire qu'on a des potes. Enfin, je trouvais qu'il y avait plein d'idées de bons gags, mais ouais, je te sens pas convaincu, quoi. Ouais, alors je suis d'accord avec toi. On est quand même aux antipodes de The Jerk, hein. C'est bien mieux réalisé, c'est mieux à voir, c'est plus intéressant, c'est plus dans l'air du temps. Toi, ce qui te plaît là-dedans, c'est l'humour, et alors voilà, si t'adhères pas du tout à l'humour de Steve Martin, tu te fais un peu chier quand même. Ouais, je crois qu'on n'a pas le même humour, Meryl. C'est ça qu'il faut qu'on se dise. Je crois surtout que tu as un humour de merde, César. Hein. Ah, voilà, l'intolérance, bien sûr, on connaît. Le réac du podcast, qui sait. On va passer à un film, je crois que tu aimes bien, c'est un film français qui s'appelle Canicule, un film de Yves Boisset avec Lee Marvin, avec Miu Miu, avec Victor Lanoux, avec Jean Carmet, enfin voilà, il y a Bernadette Lafont aussi. Il y a un gros casting. Alors c'est un peu le mélange de la carpe et du lapin, hein. C'est Yves Boisset avec Lee Marvin, Miu Miu avec Lee Marvin, enfin tout ça, on a l'impression que ça cohabite pas trop, et pourtant c'est un espèce de polar qui est devenu peut-être pas un classique, faut pas déconner, mais voilà, c'est l'histoire d'un gangster américain qui a la mafia à ses trousses, et il trouve refuge dans une espèce de ferme française un peu perdue, et il s'avère qu'en fait la mafia est moins dangereuse que les gens qui habitent dans cette ferme, parce que tout le monde est un peu taré. Canicule, je suppose que pour toi c'est un souvenir un peu de télé, Meryl. Ouais, et puis je pense quand même à l'autre film, tu sais, qu'on a vu avec Lee Marvin, qui du coup m'est resté un petit peu, tu vois, c'est... Avec Gene Hackman, ouais. Avec Gene Hackman. Et puis, Carnage. Oui, Carnage, voilà. Et puis en plus, ça fait toujours plaisir de voir des Lee Marvin dans un film entouré de Français. C'est plutôt sympa, ouais. Avec un Français à la réal. Il y a un sacré casting, hein, tu l'as dit, hein, mais Lafont, Miu Miu, Lanoux, Guibec, Alphand, Grâce de Capitani aussi. Ouais, c'est vrai. Et puis Carmet, moi qui me fait bien marrer là-dedans. Il y a même le Golgoth du choc. Donc le tout sur une bonne petite zig discrète de Francis Lay en plus.
Est-ce qu'on n'en écouterait pas un petit extrait? Ouais, tout de suite, tout de suite. Allez, balance. Un Marvin en plus qui est en pleine gloire à l'époque. Il est un peu sur ça y est, c'est un peu la fin quand même. Tu vois, il a la gueule burinée, il est un peu en fin de carrière. Je crois qu'il disparaîtra quelques années après. Ouais, disons que en France, à mon avis, il a dû toucher un bon petit cachet quand même pour être là-dedans. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce film? Moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon petit moment. Bon, voilà, c'est pas un grand, c'est un bon petit polar où Marvin passe beaucoup de temps caché quand même. Il y a quand même, il y a quand même un petit peu de temps paumé quand c'est sur Marvin et qu'il est caché. Tu vois, alors je sais plus, mais il passe une bonne moitié du film caché dans la grange. Après, bon voilà, le coup des nymphomanes, Carmel à nous, inattendu quand même dans ce truc-là. Enfin, tout le monde est un peu inattendu, hein, de toute façon. Même Lafont, Lafont en nymphomane, elle l'a déjà fait pas mal quand même. Ouais. Là, elle pousse les potards à fond quand même. Hein. C'est pas faux. Elle est crade en plus là-dedans, Lafont. Mais oui, elle est toujours pleine de boue. Un peu comme dans La fiancée du pirate au final. Hein. Ouais. Mais là, en plus, tu sens bien qu'il lui manque un petit quelque chose. Il lui manque une case quand même, hein, tu vois. Ouais. Enfin, il leur manque tous une case, hein, de toute façon. Moi, il y a un truc là-dedans qui m'a fait bien marrer, c'est la tronche de Guibet quand il apprend qu'il doit rester en planque dans la ferme. On la voyait, on l'a guiché, tu sais. Franchement, la tronche qu'il te fait à ce moment-là. Voilà, sinon, c'est pas mal réalisé. De toute façon, c'est dans la nature, hein, tu vois. Il y a les champs de blé, il y a tout ce qu'il faut. Il y a du budget. Parce que tu vois, il y a quand même des scènes d'action qui sont bien faites. C'est un peu ce mélange-là d'ailleurs qui est sympa parce que t'as un peu enfin, on va pas dire dans Délivrance, mais bon, les Français sont bien starbés quand même. Donc, moi, je pense que c'est un film qui méritait quand même qu'on parle, tu sais, dans ce podcast, déjà pour son ambition, puis son synopsis, parce que bon, voilà, sur le papier, je trouve sur le papier, en voyant le casting, t'as quand même envie d'aller jeter un petit coup d'œil dans le film. Audiard, il y a le bon petit scénar, hein, tu vois, il y a des super bonnes petites répliques dans la bouche de Carmet et où Lanoux. On n'est pas dans un grand film, mais voilà, il y a un très bon casting. Il y a Lee Marvin qui est bon, qui fait son Lee Marvin. C'est un film à voir. Puis il y avait une très belle affiche. Moi, j'aime bien parler de temps en temps des affiches. L'affiche était canon. Moi, je me rappelle quand ça passait à la télé, tu vois, dans le programme télé, on voyait cette affiche où on voyait Lee Marvin courir dans un champ de blé. Ça donnait vraiment envie. Et puis ouais, c'est comme tu le dis, c'est la rencontre entre un vieil acteur américain un peu décati avec tout ce que comptait le cinéma français, un peu de peut-être pas de stars, parce que Lanoux et tout ça, c'est pas des stars, mais en tout cas d'acteurs de caractère de l'époque. Ça marche bien. Et puis moi, j'aime bien j'adore toujours cette ambiance un peu poisseuse de campagne où on a l'impression que tout le monde a accouché avec son cousin ou sa sœur. Enfin voilà, moi je trouve ça toujours très marrant. La scène, il y a une scène horrible d'ailleurs dans ce film où Victor Lanoux va dans une tente, tu sais, une espèce de tente où il y a deux nanas qui dorment dans une tente et ils rentrent dedans. Il est immonde. Enfin vraiment, alors lui, les rôles de pourri, il a toujours très bien fait ça. Il y a Carmet, on a l'impression qu'il est libidineux comme dans Pleure pas la bouche pleine. Il y a que Miu Miu qui est à peu près normal, on va dire, dans ce film-là. Et voilà. Donc moi, c'est un film que j'aime bien. Je trouve que c'est une série B, totalement série B. Ça se prend pas la tête. C'est bien foutu par Boisset. En plus, je pense que Boisset, enfin c'est même pas que je pense, c'est que je l'ai lu dans sa bio, dans son autobio. Lui, il est fan de Lee Marvin. Donc quand il fait tourner Lee Marvin, pour lui, c'est vraiment une consécration parce qu'il est fan de polar américain des années 50-60. Et donc voilà, il a pris ça comme un cadeau de pouvoir faire un film avec Lee Marvin. En plus, et il voit ça. On est loin de ce qu'il fait d'habitude en plus là. Hein, donc oui, on est beaucoup plus dans la série B tranchante, ouais. Donc il a dû, oui, t'as raison, il a dû s'éclater. S'il a choisi de faire ça avec Marvin, il s'est éclaté en le faisant, ça se voit de toute façon. Exactement. Là, il n'y a pas, comme souvent chez Boisset, il n'y a pas de sujet de société, il n'y a pas de dénonciation de problèmes sociaux. Voilà, c'est de la série B, ça va droit au but. Et comme tu l'as dit, il y a pas mal de longueur. Donc voilà, ça reste un petit film, mais un bon petit film. On peut dire ça comme ça. On va rester dans le cinéma français, Meryl. Alors là, avec un immense succès de 1984. Je pense que c'est dans les 10 films qui ont fait le plus d'entrées cette année-là. C'est Marche à l'ombre, le premier film réalisé par Michel Blanc. Michel Blanc qui sort tout juste, voilà, de sa carrière dans Le Splendide. Il y a encore un pied dedans. Et il réalise son premier film Marche à l'ombre avec Gérard Lanvin, et là c'est un carton immense, que ce soit pour la chanson de Renaud qui fait vraiment j'allais dire un tabac, mais c'est une expression de 84 donc on peut le dire. Et voilà, Gérard Lanvin remplace en quelque sorte Bernard Giraudot qui avait un peu le même rôle dans Viens chez moi, j'habite chez une copine dont on avait déjà parlé, sauf que Gérard Lanvin joue bien, c'est un bon acteur contrairement à Giraudot, et par contre Blanc lui reste dans le même rôle. Donc en gros c'est deux copains voilà qui galèrent, qui rencontrent des nanas, qui essayent de faire de la zik, qui vont dans des squats. Voilà, il n'y a pas de grand scénario, mais moi j'ai toujours eu beaucoup de sympathie pour ce film, beaucoup plus que pour Viens chez moi. Qu'est-ce que tu penses de Marche à l'ombre? Ouais, moi je préfère aussi Marche à l'ombre plutôt que. Enfin,
Moi, j'aime bien les deux, de toute façon. Je trouve que c'est des bonnes réussites. Je trouve que, moi, le Michel Blanc de ces films-là me fait bien marrer. C'est pas génial comme Les Bronzés, mais ça fait partie, moi, je trouve, des bonnes, des bons films qui ont été faits par le Splendide par la suite. Ouais. Ouais, c'est bien, c'est une bonne comédie française à la sauce body movie. Euh, je suis d'accord avec toi pour dire que le duo Blanc-Lanvin fonctionne bien mieux qu'avec Giraudot. Ouais, Ouais, voilà, on je est suis d'accord d'accord. avec toi. Mais c'est le film aussi, moi je trouve que l'ambiance est bien plus réussie dans ce film. C'est peut-être ça la différence avec Bien chez moi, j'habite chez une copine. Tu sais, c'est que là le film, c'est vraiment un film d'époque, tu vois. Alors c'est l'histoire de l'hypochondriaque, hein, toujours, et puis du coup là, du gueulard qui traverse les Du galères, costaud, ouais. du costaud gueulard, ouais, qui traverse la galère, Paris et ses squats. Il y a des répliques, il y a des scènes et des répliques cultes, hein, le coup du jambon, les dents qui poussent, enfin voilà, c'est des choses qui sont restées quand même. Les Moi, dents ça, du fond qui baignent. ouais. Non, tu sais, les dents qui poussent quand il y Ouais. a des loups. Là, il voit des renards. Ouais, ouais, il voit des Mm. renards, oui, et des loups, ouais, c'est les Mm. renards. Moi, tu vois, ça, pour moi, c'est un peu, bon, ça peut être à double sens, mais c'est un peu la preuve que le film est quand même une réussite, tu vois, quand il y a des phrases et des scènes comme ça qui te restent dans la tête. Et je trouve que Ouais. là, ici, c'est bien plus le cas qu'avec Bien chez moi, par exemple. C'est vrai, t'as raison. Mais c'est vrai qu'il faut le rappeler, c'est que Michel Blanc, donc c'est le premier film, donc c'est quand même une vraie réussite. Il arrive à distiller plutôt une ambiance. Et c'est vrai que dans les squats notamment, alors c'est des trucs qu'on a l'impression que ça n'existe plus. Ça existe toujours Ah oui. dans Paris ou ailleurs. Mais là, c'est vrai qu'il arrive à rendre ça cinégénique. Et on s'y croit en fait dans ces trucs-là. Ça fait pas décor de film. Je trouve que ça fait décor social qui est bien rendu. Et à côté de ça, t'as des scènes de comédie qui rentrent à l'intérieur. Et du coup, le mélange des deux fonctionne bien. Ouais, ouais, ouais. Et puis, il y a la musique aussi de ce film-là, parce que il y a toutes les musiques dans ce film-là. De la musique irlandaise, de la musique africaine, de la musique classique quand elle fait de la danse. Il y a les jams, bon, improvisés entre guillemets, dans les squats. Enfin, il y a Renaud, il y a Téléphone. Il y a vraiment, c'est vraiment un film où il y a énormément de musique. Et puis, il y a aussi le rôle de Sophie Duez. Ah On là peut là pas là là mettre de là là. côté. Incroyable. Voilà, Sophie Incroyable. Duez. Ouais. Et puis, il y a un bon petit rôle pour Jean-François d'enfoiré pour Jean-François Derek, qu'on voit pas souvent. C'est vrai. Tu vois, C'est vrai. il est vraiment pas mal là-dedans. Et puis tu vois, ce film-là, c'est la réflexion que je me faisais, c'est quand il y avait encore que 5 ou 6 chaînes, que tu ouvrais le programme et que tu regardais ce qu'il y avait, et qu'il y avait ce film-là, bah, finalement tu préférais largement te retaper ça plutôt que de te taper un film que tu savais déjà que tu allais te faire chier. Tu vois. Donc c'est C'est vrai. exactement l'exemple parfait pour ça. Quoi. Faut rappeler Sophie Duez, hein, elle débutait dans ce film-là. Ouais. Elle joue une danseuse dont Lanvin tombe amoureux. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, je suis né en 84, donc j'ai découvert peut-être en 94 ou 92, et on tombait amoureux d'elle instantanément, quoi. Elle était incroyablement belle, quoi. Je suis né en 74 et je te le confirme. Pour le petite histoire, avec qui elle a été en couple et avec qui elle a eu des enfants, Sophie Duez. Je vais dire une connerie, Vincent Pérez. Manu Katché. Ah putain. Il y a des vies comme ça, Meryl. Nous, on passe à côté. On est un peu sur la voie de garage, nous, à côté. Mais bon, c'est comme ça. Exactement. C'est comme ça, c'est la vie. Marche à l'ombre, donc je crois 4 millions d'entrées, un truc comme ça. 3 ou 4 millions d'entrées. 6 millions d'entrées. 6 millions d'entrées. Bah, tu vois, autant pour moi, j'avais rabaissé. T'imagines, premier film réalisé par le mec, 6 millions d'entrées. Ah ouais, Très, très fort. carton plein. Comme quoi, le mec, bah, tu vois, ça fait partie de ces films. Aujourd'hui, on parle de films générationnels. Je pense que Marche à l'ombre c'en est un. Ah oui, oui, carrément. Oui, oui. Ça a marqué l'époque. Moi, j'ai jamais trouvé que c'était un chef-d'œuvre, mais j'ai toujours plaisir si je le vois passer, traîner, machin, je le regarde et j'ai toujours autant de plaisir. Même si je trouve qu'il y a, on va dire, 20 minutes de trop. Comme dans tous ces films-là, il y a toujours un moment où le mec veut être un peu plus romantique, un peu plus tendre, et je trouve que ça marche un peu moins. Moi, je Ouais. préfère le côté comédie. Ouais, c'est vrai. Il faut quand même noter aussi qu'il y a un petit peu l'explosion ou la révélation de Lanvin. Parce que tu vois, c'est quand même Non, mais totalement. ce film-là qui va faire que Lanvin, il va pas régner, mais il va occuper les années 80 et les années 90. Mais totalement, ça devient une star à ce moment-là. 6 millions d'entrées, forcément. Avant, c'était, on m'appelle le Chevalier Blanc, Lanvin. Donc, c'est à sûr fait. que là, on voit apparaître son charisme qui va traîner pendant 30 ans derrière avec, Ouais. voilà, le côté un peu bougon, mais sympa comme tout, gentil. Enfin, voilà. Moi, c'est un acteur que j'adore, Lanvin. Je sais que Ouais. ça, aujourd'hui, il est passé un peu dans la catégorie des gens, tu sais, des gens dont on se moque, je trouve, dans les cercles un peu intellos. C'est, ouais, genre, Lanvin, c'est un bourrin de ça. Non, moi, je trouve que c'est un très bon acteur. Il a été très fin dans plein de films. Oui, Et voilà. il n'est pas de responsable de la façon dont on l'utilise. Mais je voulais juste rajouter, tu parlais tout à l'heure pour le film d'avant de l'affiche. Bah là, c'est pareil, tu sais, l'affiche avec la moto, Oui. les deux sur la moto. Alors, on va passer à un film beaucoup moins connu, qui a fait beaucoup moins d'entrées à l'époque, en France, en tout cas, c'est L'Hôtel New Hampshire. C'est un film américain, hein, c'est un film américain avec, adapté d'un bouquin de John Irving, l'auteur du Monde selon Garp. Alors, à l'époque, John Irving,
je sais pas si tu as connu ce moment-là, Meryl, mais moi je sais que je vivais dans une famille où John Irving, c'était genre le mec dont on lisait tous les bouquins qu'il fallait avoir lu. C'était un peu le penseur de l'époque. Est-ce que tu as connu cette époque-là ou c'était que chez moi? Alors je pense pas que ce soit que c'était que chez toi, mais moi je n'ai pas connu cette époque-là. Mais par contre, ça devait être dur. Ah ben c'était vraiment la grande époque, tu vois, Le Monde selon Garp, en tout cas le film a fait un carton avec Robin Williams et Glenn Close. Moi je trouve que c'est un très mauvais film et le bouquin par contre avait fait un carton. Et l'Hôtel New Hampshire, pareil, moi je me rappelle de la pochette du bouquin chez mes parents. Et donc là c'est un film de Tony Richardson et moi c'est un film que j'ai découvert très tard, et dans le casting on va quand même le dire, il y a Rob Lowe, il y a Jodie Foster qui est génial déjà, je trouve. Incroyable. Et il y a Beau Bridges, voilà, le frère de Jeff, c'est celui qui a pas de talent dans la fratrie, mais là ça passe. Et pour faire rapidement, c'est une espèce on suit une famille. C'est un film un peu délirant. On suit une famille, voilà, une famille où on comprend pas trop les rapports entre les uns les autres. Il y a des scènes très comiques, presque burlesques, et puis il y a des scènes un peu dramatiques qui soulèvent des problèmes de société, comme l'homosexualité, comme voilà le harcèlement. Et donc c'est un film très bizarre. C'est un film un peu patchwork. Et moi je m'étais laissé complètement entraîner dans ce truc-là. Je l'ai revu. Bon. À revoir, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue, mais je trouve qu'il y a quand même une énergie, il y a un ton dans ce film-là. C'est les acteurs. C'est les acteurs. Ah ouais, c'est les acteurs sont tous très bons parce que alors après voilà, je veux pas manquer d'aspect à John Irving, mais le film, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Il se passe beaucoup de choses, surtout dans la deuxième partie et même à la fin. Mais au final, voilà, tu sors du film. Voilà, avec l'histoire, t'as pas retourné le cerveau, quoi. C'est pas un grand film. Ouais. Moi, je trouve d'ailleurs ce que tu as dit en introduction, oui, voilà, le plus du film, c'est de découvrir toute une panoplie d'acteurs qui débutent. Parce que Rob Lowe, je crois que c'est son premier grand rôle. Ah oui, carrément. C'est d'ailleurs ce qui va définir toute sa façon de jouer pour les années qui suivent. C'est-à-dire moyen. Ouais, et puis de toute façon, il va faire tout le temps ça, hein, le beau gosse qui baisse beaucoup, mais qui en prend plein la gueule. C'est vrai. Alors oui, je suis d'accord avec toi, Jodie Foster, elle est parfaite, Jodie Foster. Je crois que c'est même... Non, mais c'est une révélation. Ah oui. Ah ouais. Ouais. Bah, c'est une deuxième révélation, parce que Taxi Driver quand même. Mais bien sûr, mais tu sais, elle était habituée un petit peu à des rôles. Bon, elle avait joué même avec Jean-Yann en France juste avant. Mais je trouve que dans ce film-là, elle a un truc. T'as l'impression de voir apparaître une actrice de génie, quoi. Enfin, je sais pas. Je me dis, qu'est-ce qu'elle est douée, qu'est-ce qu'elle est brillante. Elle est toujours juste. Elle a un vrai charisme. En plus, elle joue un rôle de nana qui était pas trop de l'époque, c'est-à-dire une nana un peu mec qui va frapper les mecs quand ils la font chier. Enfin bref, elle est hyper moderne. Oui, elle est hyper moderne, mais oui, elle est très bien. Il y a Matthew Modine aussi que tu n'as pas cité là-dedans. Moi qui n'est pas un acteur que j'adore, hein, mais voilà, qui est un peu rigolo avec sa moustache à la fin. Il y a un petit rôle de Nastasia Kinski aussi. Oui, et puis il y a aussi la Amanda oui, Nastasia Kinski, bien sûr. Sauvage, est très très belle. Hein. En ours, Nastasia Kinski. Bien sûr, en ours. Il y a la Amanda Plummer de Pulp Fiction là-dedans. Mais tu vois, c'est un film, moi je l'ai vu 2 fois et je serais vraiment incapable de dire de quoi vraiment ça parle, enfin, en fait, c'est un film, ça passe un peu comme une bourrasque. Tu te dis, bon, j'en ai retenu des trucs qui étaient bien. Il y avait plein de trucs qui étaient pas terribles, mais voilà, c'est un truc un peu frais, je trouve. En fait, je crois que tu sais, pour apprécier un petit peu le film, il faut que tu le prennes sous forme de scène. Parce que tu vois, durant toute la première heure, il y a des scènes sympas, des discussions sympas, surtout avec Jodie Foster, hein, justement. Mais bon, il se passe sur la découverte de la sexualité. C'est un petit peu décalé, mais bon, on n'est pas non plus dans la famille Tannenbaum, tu vois. Ça reste un peu gentil. Hein. Mais voilà, toute la première heure, c'est un peu voilà des discussions sans fin entre les différents protagonistes. Et puis à la fin, après, tu vois, ils vont dans l'hôtel à New Hampshire. Et puis là, après, ça s'enflamme un peu. Il y a des histoires de terroristes. Qui sauve l'opéra. Ouais. Enfin voilà. Donc du coup, tu sors de l'histoire t'as raison, sans vraiment savoir ce que tu viens de voir, ni pouvoir raconter un synopsis pour donner envie à quelqu'un de le voir. Mais voilà, t'es content d'avoir vu et découvert des acteurs qui sont vraiment très très bons. Jodie Foster en tête de pipe, ouais. C'est un film qui vaut en tête de pipe. Ouais, pourquoi pas au moment où je l'ai dit, j'en étais pas sûr. Non, mais on voit ce qu'elle t'inspire. C'est très sympa, Meryl. Ça va me poursuivre pour les 20 prochaines années. C'est vrai que Jodie Foster, elle est incroyable dans ce film-là. Et c'est vrai que c'est un film à voir. S'il y a une raison pour voir ce film, c'est Jodie Foster. Alors, on va passer, tu sais, moi il y a toujours des films, des grands classiques, des grands chefs-d'œuvre que des fois j'enlève des listes parce qu'ils ne me plaisent pas. Il y en a que
que quand on est avec Ben notamment, il me dit putain tu l'as pas mis dans le top et tout, j'essaie de faire sa voix. Voilà. Et là je l'ai pas mis dans le top. Alors on va me huer, hein, ça, on va me cracher dessus. Il était une fois en Amérique de Sergio Leone avec Robert De Niro, avec James Woods. Alors c'est un classique parmi les classiques, comme Le Parrain ou comme d'autres. Il est cité toujours parmi les, on va dire les 50 films les plus grands de l'histoire du cinéma. Alors moi je l'ai vu très très jeune ce film-là, je pense que je l'ai vu à 7-8 ans avec mon père qui avait pas dû comprendre trop ce qu'il me montrait et je me rappelle tu sais, de voir la durée de 4 heures. Et à l'époque, quand tu enregistrais un film de 4 heures, il fallait une cassette de 240 minutes. Donc le premier souvenir que j'ai de ce film, c'est qu'il l'avait enregistré un peu trop tard, donc on avait raté les 3 dernières minutes, que j'ai découvert beaucoup plus tard. Tu viens de t'enfiler 4 heures de film. C'est un bon film, c'est un peu chiant parfois, et donc tu rates les 3 dernières minutes, tu te dis, ah, c'est quand même dommage que les cassettes ne faisaient pas 5 heures. Bref, tout ça pour dire qu'il était une fois en Amérique. J'ai pas grand chose à dire dessus, tout a été dit dessus. C'est un film que moi je trouve extrêmement beau visuellement. Bon, c'est Sergio Leone, hein. De toute façon c'est toujours hyper canon, il y a des images mythique comme cette image qui avait servi d'affiche au film avec ce pont au loin où on voit l'espèce de brume à côté avec les personnages. Il y a De Niro qui est exceptionnel, James Woods exceptionnel, mais moi j'avoue que ces sagas-là, ces grands machins, tu vois, un peu à la Parrain, m'ont toujours emmerdé. Et donc il était une fois en Amérique, je trouve qu'il y a des choses très brillantes, mais je m'ennuie, comme souvent. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Bien, moi tu connais mon attrait pour les films de mafia. On peut appeler ça comme ça, et tu sais que je suis ultra fan du Parrain, surtout depuis que je l'ai redécouvert grâce à ce podcast. Donc du coup, moi j'avais jamais vu Il était une fois. Ah ouais, incroyable. J'avais jamais vu Il était une fois en Amérique, ouais. Et voilà, c'est vrai que 4 heures au début, je me suis quand même préparé. Hein, je me suis dit, je me suis dit, tiens, tel jour, voilà, je rentre pas trop tard, et puis voilà, je me le fais d'un coup, je le mets vers 18h, comme ça je le finirai, tu vois, vers 22h, ça sera cool. J'ai pas quitté le film des yeux des 4 heures. C'est d'autant plus, le film est d'autant plus beau que c'est un véritable testament, ce truc. Un testament. Tout à fait, c'est le dernier de Léon, ouais. C'est un testament du duo Léon-Morricone. Là, parce que la musique est aussi importante que le film, finalement. Magnifique musique. Ouais. Entre les scores classiques orchestraux, il y a du jazz. Et puis, de toute façon, la musique est vraiment indissociable du film parce que c'est ce qui te permet de passer les différentes époques plus facilement. Ouais. Donc ça, c'est... Ouais. On peut écouter quand même le thème hyper connu, le thème central des New Morricone, il est incroyable, on s'en lasse pas. Peut-être de la liste de 84, pour toi c'est le plus grand film que tu as vu dans la liste que je t'ai proposé? Alors je sais pas si c'est le plus grand de la liste, parce qu'il y a quand même d'autres bons films, mais c'est sûr que c'est une claque. Ouais, c'est vraiment une claque ce film-là. Surtout quand tu l'as jamais vu. Alors comment on le reçoit justement, toi qui as, on va dire 40 ans, comment tu le reçois à 40 ans et pas, est-ce que si tu l'avais vu à 15 ans ce serait la même chose ou même à 40 ans ça t'a impacté la tronche à ce point-là? Je me souviens que même le premier Parrain, j'avais vu ça, j'étais très jeune, 12-13, je sais pas quel âge, mais il m'avait vraiment beaucoup marqué. Et en le revoyant une seconde fois, je me suis souvenu que ça m'avait beaucoup marqué. Que tout le monde reconnaît que c'est un chef-d'œuvre, de toute façon. Sauf moi, mais j'ai toujours le couillon qui, voilà. C'est les grands films, c'est les monuments en fait. C'est ce genre de monument moi qui m'a toujours fait un peu chier. C'est comme d'aller voir, je sais pas, je vais te dire une connerie, d'aller voir la Statue de la Liberté ou la Tour Eiffel. C'est très beau, je trouve ça très bien, puis je trouve ça incroyable pour l'histoire, ce que ça représente et tout ça machin. Mais je vais pas rester 4 heures devant. Bon là, je suis un peu obligé pour être une fois en Amérique. Et voilà, c'est un peu trop pesant, c'est un peu trop lourd, il y a un peu trop marqué au clignotant. Grand film, chef-d'œuvre. Et du coup ça, voilà, je rentre pas vraiment dedans. Là, il y a tout. Tu sais, il y a un immense réalisateur, un immense compositeur, il y a une pléiade, tu l'as dit. Alors, De Niro est incroyable, mais moi, je trouve que la vraie révélation, entre guillemets, tu as raison, c'est James Wood. Il est incroyable, James Wood. Ah, il est génial. Ah, ouais, il est génial. C'est un de ses meilleurs rôles et franchement, c'est peut-être même je crois que c'est peut-être même son meilleur rôle, je crois. Moi, c'est un acteur que j'adore, James Wood. Moi aussi, ouais, mais en plus, là, tu vois, il est quand même, malgré tout, dans un genre de film... il n'est pas habitué, lui, à jouer les mafieux ou les gangsters sérieux comme ça, tu vois. Donc, il est vraiment incroyable. Vraiment, hein, c'est vraiment la preuve que c'est vraiment un sacré acteur. Après... Puis en plus, je te coupe 2 secondes, mais ce qu'il faut dire, c'est que James Woods, je pense que son talent est inversement proportionnel à sa personnalité. C'est un vrai connard. Enfin, tous les gens qui ont bossé avec lui disent que c'est un enfoiré de première, qu'il est horrible sur les plateaux, et en plus, il a toujours été du côté Trump, du côté extrême droite, donc voilà. Mais ça ne lui empêche pas d'avoir un énorme talent, et je pense que pour jouer les enculés, il n'y a pas mieux que James Woods. Ouais, et puis il a une gueule de connard, de toute façon. Ah oui, tout à fait. Une grande belle gueule de connard. Après, tu vois, ce film-là, en fait, Léon, il fait ce que n'importe quel réalisateur rêverait de faire.
Il raconte une histoire en entier en prenant son temps. La vie entière d'un mafieux et de tous les gens qui gravitent autour, d'un quartier même, hein, et en prenant son temps, en traversant les époques. C'est ce que je pense que, et en ayant les moyens en plus, hein, parce que il faut pouvoir être suivi par le studio sans être coulé comme ça arrivait à certains réalisateurs. Tu vois. Là maintenant, on est à l'époque où les gens, ça leur fait pas peur de passer un week-end à regarder 5 épisodes ou 6 épisodes d'une heure d'une série. On peut conseiller largement de voir ça, voir ce film-là qui est magnifique, qui te plonge dans une époque. Et enfin voilà, moi je pense vraiment que c'est un film qu'il faut avoir vu, même qu'on soit fan de cinéma ou pas. Hein. Ce que tu disais, oui, ça a toutes les allures d'un classique. Il faut l'avoir vu et en école de cinéma, tout le monde doit le voir. Il y a des tonnes et des tonnes de papiers qui t'expliquent que c'est le plus beau film, le meilleur film, la meilleure réalisation. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Mais ça n'empêche que même pour le néophyte, c'est très très accessible. C'est pas du cinéma uniquement que pour les amateurs de cinéma. Non, c'est vrai. Sergio Leone, c'était un peu sa spécialité. Il faisait des films très populaires qui faisaient énormément d'entrées. En même temps, c'était voilà, il donnait des leçons de mise en scène. Moi, il y a notamment une scène que j'adore. Enfin, tu vois, c'est en fait quand il décale du côté grand film, quand il essaye pas trop de faire des immenses mouvements de caméra, tout ça. Il y a une scène qui paraît un peu anodine comme ça. C'est quand De Niro est dans le club asiatique en train de fumer de l'opium et il y a ce bruit de téléphone. Tu sais, qui est lancinant et qui n'arrête pas de revenir et de revenir et de revenir et de revenir. Et en fait, on se dit, au bout d'un moment, c'est pas possible que ça continue de sonner, c'est insupportable. Ouais. Et en fait, lui, il te fait revenir ça comme une espèce de mantra. Et tu vois, ça, c'est des trucs, je me dis, il se permettait quand même des trucs incroyables. Aujourd'hui, personne n'oserait faire durer aussi longtemps ce téléphone. Il y aurait beaucoup plus de montage, de coupe. Et lui, c'était un peu son talent. C'est que il avait ce talent de laisser dérouler des scènes comme ça. C'est un peu comme dans Il était une fois dans l'Ouest, dont on a déjà parlé. Ce sont des scènes magnifiques. Moi, je trouve qu'elles durent toujours un peu trop à mon goût, mais voilà. Par contre, les couleurs, les visages, la réalisation, la musique, bien évidemment de Morricone, c'est des très bons films. Moi, Il était une fois en Amérique, voilà, je le classe comme un très bon film, mais je le mets pas dans mes films cultes, absolument. Oui, moi non plus. Déjà parce que tu sais, c'est pas de toute façon un film que tu regardes régulièrement. C'est un film qui coûte un petit peu à regarder. Tu vois, ça te coûte un peu de temps et puis il faut rester concentré. Il y a énormément de choses à voir. C'est dommage. Tu peux pas regarder ça comme tu regarderais un Marvel. Tu vois, si tu regardais un Marvel. Jamais, Meryl, plus jamais. Ça y est, j'ai arrêté. Alors juste pour rajouter une très bonne prestation de Jennifer Connelly. J'allais te le dire, la révélation de ce film. La révélation et la ressemblance frappante avec Elizabeth McGovern. J'ai trouvé que c'était vraiment, quand elles arrivent, excellent. Très très bon. Le casting, excellent. Ouais, donc voilà, Il était une fois en Amérique, tu l'as découvert et tu le conseilles à tous. Exactement. Et puis moi, je ne peux que le conseiller aussi. Je l'ai mis dans les films à voir parce que c'est impossible de faire l'impasse sur ce monument du cinéma. Moi, c'est pas mon goût, on va dire ça clairement. Voilà, le Parrain 2, ça n'a jamais été vraiment mon goût. Il était une fois en Amérique non plus, mais par contre, je ne peux que reconnaître le talent de toute l'équipe réunie. Voilà, on va pas du tout cracher sur ce film-là. Alors là, c'est un autre monument. On reste dans le cinéma américain. Un autre film qui dure plus de 3 heures, L'étoffe des héros, un film de Philip Kaufman. Alors là, c'est un film un peu monument aussi parce que ça retrace, on va dire, la conquête spatiale, les différentes étapes de la conquête spatiale. Alors ça démarre avec le premier mec qui franchit le mur du son, joué par Sam Shepard, et ça finit avec la conquête de l'espace avec notamment Dennis Quaid et Scott Glenn. Donc c'est un film assez majeur aux États-Unis. C'est un film vraiment culte. En France, un peu moins. On va dire que L'étoffe des héros s'est passé un peu plus sous le radar. Moi, je l'ai découvert à la télé très jeune, et en le revoyant là, je l'avais pas revu depuis 15 ou 20 ans. Il faut quand même reconnaître que techniquement, visuellement, c'est fort. L'étoffe des héros, franchement, c'est fort. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, moi, tu vois, j'avais déjà vu ça gamin et c'est pareil. Je savais que ça m'a plu. Il y a des scènes qui m'ont rappelé plein de choses. Ça reste un bon film et puis surtout, c'est certainement le meilleur film sur la conquête spatiale. Totalement. T'es plongé. Alors non seulement t'es plongé dans la NASA parce qu'en plus ils ont pu utiliser tout le matos. Là, tu sens bien que la NASA, ils ont ouvert leurs portes sans souci. Hein. Bon, il y a Ed Harris aussi, dont on n'a pas mentionné. Qui d'ailleurs sera dans Apollo 13. Ben voilà, oui, le mec de l'espace. Ouais. On ne peut que être frappé par le souci du détail, les lieux de décollage, les avions, les fusées. Il y a des tas d'images d'archives. C'est la vraie conquête spatiale sous nos yeux, en fait. C'est un film quasi, alors peut-être pas documentaire parce que c'est très cinéma quand même. On voit que le mec Philip Kaufman a mis beaucoup de cinéma dedans, mais c'est vrai que c'est impressionnant à regarder. Ça n'a pas vieilli. Tu m'étonnes. Moi, j'adore la première partie où ça parle de Chuck Yeager, donc ce mec qui a franchi le mur du sang en premier. C'est Sam Shepard, moi, qui est un acteur que j'aime bien, qui a une vraie gueule. Ouais. Et j'adore cette partie-là. C'est vraiment une longue partie au début. On a même l'impression que c'est un biopic de ce mec-là. Et puis d'un coup,
Voilà, il arrive à son exploit et ensuite on bascule vers l'histoire de la conquête spatiale. Et je trouvais ça malin en fait de démarrer comme ça parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé dans l'histoire. Et en fait, c'est bien de remettre un peu les choses. Tu vois, le mec démarre à cheval. Enfin, voilà, c'est vraiment terrien au début avec Sam Shepard. Et puis petit à petit, ça s'envole. Ça va dans un avion, puis ça va dans une fusée. Et voilà, c'est quand même un film qui a beaucoup d'ampleur. Et Philip Kaufman, c'est un réalisateur dont on a déjà parlé pour L'Invasion des profanateurs avec Goldblum et avec Sutherland. Et voilà. C'est un mec qui est adoré aujourd'hui, qui est pas mal récupéré, enfin pas récupéré, mais qui est pas mal souligné dans des articles, dans des magazines spécialisés, comme quoi c'était un grand metteur en scène, alors qu'à l'époque il était plutôt regardé de haut. Et franchement, moi je trouve que l'étoffe des héros, pareil que dans Unité du Front d'Amérique, c'est des films où je me fais un peu chier, c'est trop long pour moi, il y a des scènes qui servent à rien, il y a des scènes en trop, mais on peut que s'incliner devant la technique et devant le brio que le mec met dans ces scènes d'action entre guillemets. Ouais, et puis voilà, c'est la première vision qui prime, si je peux dire, parce que là où tu te fais un peu chier, c'est quand ça parle un peu du quotidien des familles, familles des pilotes, le rapport à la presse, avec le public. Mais bon, c'est quand même un truc à voir parce que je pense que c'est assez fidèle d'une époque où les gens étaient un petit peu fous dès qu'on leur parlait de la conquête spatiale. Et puis le casting, hein, tu l'as dit, hein, Gary Sinise, Ed Harris, Dennis Quaid. Barbara Rocher. Et avec la participation de John P. Ryan, le méchant un peu vieillot d'Evening Force avec Michael Dudikoff, s'il te plaît. Fallait la place, celle-là. Fallait bien que tu places une référence nanar, mais c'est fait. Et puis Jeff Goldblum aussi, hein, de toute façon, qui fait son Jeff Goldblum. C'est vrai qu'il est dedans aussi, mais tu vois, j'avais déjà zappé. Ah mais il est partout, Jeff Goldblum. Bon, je sais pas ce qu'on va mettre comme extrait, hein, mais parce que c'est très orchestral, mais il y a une sacrée zik hein, là-dedans, parce que toutes les images de décollage, toutes les images d'action entre guillemets sont soutenues par une super zik. Est-ce que tu veux en écouter un petit peu? C'est de qui d'ailleurs la zik? C'est la zik et de Bill Conti. Qui a fait Rocky, qui a fait bien sûr. Karate Kid. Pour la petite anecdote, qui a aussi adapté la musique de Serra quand Le Grand Bleu est sorti aux États-Unis. Exact, j'avais lu ça, ouais. Effectivement, c'est vrai. J'ai cherché, j'ai pas réussi à trouver, mais je serais curieux de voir ce qu'il a fait quand même. Bah, on en écoute un petit extrait. Allez, c'est parti. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu le film, ça reste quand même assez impressionnant, même à l'heure du numérique. Hein. C'est vraiment très très réaliste. Et pour moi, alors je sais pas toi ce que tu penses d'Apollo 13, mais moi j'apprécie beaucoup Apollo 13. Et voilà, pour moi, il y a deux films quand on parle de conquête spatiale. Ce sont ces deux films-là. Après, il y a Gravity qui est très très réaliste, mais bon, c'est même pas du tout le même genre de film. Moi, Apollo 13, je l'ai revu. Le problème, c'est qu'il est il doit être sur Netflix ou je sais plus. Je l'ai revu il y a pas longtemps et j'y arrive plus avec ces films-là. Moi, c'est trop cucu, c'est trop américain, c'est trop Ron Howard pour moi. Ça me gonfle. Et en revanche, c'est un film que j'ai adoré récemment sur la conquête spatiale. C'est First Man avec Ryan Gosling. Je me suis fait chier. J'ai adoré. Ah ouais, j'ai adoré, je l'ai revu 3 ou 4 fois, j'adore ce film. Après, il faudrait que je revoie Apollo 13, hein, parce que tu sais, moi je l'ai pas revu non plus, et voilà, je sais pas toi, mais moi, gamin, c'est des films que j'ai adorés, donc tu vois, c'est vrai qu'il faudrait que je les revoie maintenant, quoi. On va conclure sur l'étoffe des héros en disant voilà que c'est adapté comme souvent à cette époque-là. Hein, il y avait des grands romans qui donnaient des grands films. Là, c'est un roman de Tom Wolfe. Tom Wolfe qui est un écrivain très 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 apprécié, notamment aux États-Unis, et donc qui a écrit l'étoffe des héros. Donc voilà, nous avec Meryl, on aime tous les deux. Peut-être on n'est pas trop en désaccord depuis le début là quand même. Ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose qui ne devrait pas tarder à arriver en mettant cette énorme daube, parce que je l'ai mis sciemment hein, dans la liste. J'ai rencontré le Père Noël, un film de Christian Gion. Alors pour les gens qui aiment bien les nanars à la française, Christian Gion, c'est quand même un mec qui a tourné, il a tourné du Guy Bay, il a fait du Lefebvre, il a fait du Darry Cole. Enfin c'est quand même pas l'un des piliers du cinéma. Il a fait beaucoup d'Aldo Machon. Et donc un jour, Christian Gion se dit j'ai envie de faire un grand film de Noël qui raconte deux enfants qui vont rencontrer le Père Noël au pays du Père Noël. Alors moi, pour resituer un peu, je vais restituer deux choses. C'est un film que j'ai vu, je pense, quand j'avais 5 ou 6 ans à l'école. C'est les films qu'on diffusait avant Noël, avant les vacances. Tu étais dans une petite pièce, tout le monde était assis par terre en tailleur et tu regardais un film. Et donc moi j'avais trouvé ça merveilleux, mais j'avais 5-6 ans. Et donc je l'ai revu parce que j'avais des images de ce film-là qui me traînaient en tête depuis toujours et je m'étais dit tiens un jour je le reverrai bien. Ben voilà, la liste de 84 a suffi pour le regarder. Et du coup je me suis intéressé à l'histoire de ce film parce que c'est un film pété de pognon. Ça se voit pas trop à l'image parce que c'est un peu kitsch. C'est même très kitsch. Et en fait c'est un film où Christian Gion s'était dit je vais faire un succès mondial avec ce truc-là. Donc, il avait mis
toutes les chances de son côté. Il avait pris Karen Cheryl, qui était la star montante de l'époque en France, pour jouer en gros une espèce de reine des neiges. Les enfants, tournage en Afrique, tournage en Finlande, en Laponie. Bref, beaucoup de pognon. Et donc le film est un énorme nanar. Mais en fait, c'est un peu comme certains Max Pécasse ou autres. C'est que c'est tellement nanar que j'aime bien. En fait, je trouve qu'il y a un côté qui fonctionne. Notamment cet acteur dont j'oublie tout le temps le nom, qui joue le géant et qui jouait déjà le prof de sport dans les Sous-doués. Voilà. Mais tu vois, il m'avait traumatisé quand j'étais gamin, ce personnage. Mais voilà, c'est une énorme daube. Tout le monde joue complètement mal. Les chansons sont nulles parce qu'il y a des fois des chansons un peu intermèdes. La réalisation est méga kitsch. La fin, elle est larmoyante parce que les parents des deux gamins sont otages en Afrique. Enfin bref, il a tout mêlé, le mec. Mais j'ai rencontré le Père Noël. Est-ce que tu as été content que je te propose cette expérience, Meryl? Est-ce que tu as été content que je te propose cette expérience? Déjà, franchement, je ne sais pas comment tu as pu croire que j'allais me taper une comédie musicale avec Karen Cheryl. Franchement, je sais pas, tu l'as rêvé peut-être et tu t'es dit, peut-être c'est une ambition de ta part, mais je sais pas comment tu t'es dit, il va regarder le film. Il va le regarder. Il va le regarder. Eh ben, je l'ai regardé quand même. Tu vois, j'ai bien fait. Ouais, bon, j'ai dû regarder. En fait, j'ai commencé à me regarder un peu sur le film et j'ai vu, je sais pas si t'as vu ça, mais cet extrait à je sais plus quelle émission de merde de Drucker où elle est habillée en Mère Noël, hein, tu vois, avec bien le sûr. derrière. Oh là là, c'est malaisant à fond ce truc. Ouais. Tu sens que, franchement, je sais pas ce qui leur est passé par la tête. Parce que c'est comme tu dis, il y a énormément de budget, ils traversent des pays, il y a beaucoup de figurants quand même dans ce truc-là. Ils ont voulu faire un blockbuster à la française. Les effets spéciaux sont chipos à mort, hein, par contre. Enfin, les effets spéciaux, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Les décors, oui. Ouais. Ils ont voulu faire le Magicien d'Oz. Bon, ils ont fait le Magicien Rose, quoi, on va dire. C'est la version française ringarde, quoi. C'est une jolie formule. En fait, alors qui a fait ça? Christian Gion, comme je le disais tout à l'heure, tu ne m'écoutes vraiment pas. Ouais, non, mais excuse-moi, j'ai du mal à retenir le prénom. Enfin bref, des mauvais réalisateurs, parce que c'est réalisé avec les pieds quand même, ça, non? C'est nullissime. Ah oui. C'est nullissime. D'accord, ça me rassure. Donc toi, ce que tu aimes là-dedans, c'est simplement le souvenir? Non. Alors, au-delà du souvenir, c'est le côté, le mec a essayé de faire un truc, parce que il y a un article qui est très intéressant qui était sorti dans je sais plus quel magazine, peut-être SoFilm, où il retraçait l'histoire de ce film-là, parce qu'il disait, en fait, il y a plein de gosses des années 80 qui ont été marqués par ce film-là, que toutes les écoles montraient à l'époque, tu vois, dont j'en fais partie. Et en fait, à l'époque, Christian Gion, donc réalisateur quand même très médiocre, qui a fait Le Bourreau des cœurs avec Mathieu, Pétrole, Le Pion. Le Pion, tu vois, c'était son meilleur film avec Guy Bay. Voilà. Il se dit, je vais faire un putain de blockbuster, je vais me gaver de fric et on va faire le tour du monde avec ce film-là, ça va être racheté par les Américains et tout ça. Manque de peau, ça a fait un énorme bide. J'ai rencontré le Père Noël, c'est un film totalement oublié, hein. Même tu vois, en VHS, je me rappelle pas que les gamins disaient oh on va louer, j'ai rencontré le Père Noël. Enfin, tu vois. Donc voilà, moi je trouve que l'histoire de ce film, en fait, plus que le film lui-même, est très marrante. Et c'est vrai qu'en le revoyant, je trouve qu'il y a un côté tellement de mauvais goût et tellement kitsch que j'avoue aimer y jeter un œil. J'avoue. Ouais, pas du tout. Non, franchement, là, pas du tout. C'est pas du tout. Alors, je veux limite bien encore les Max Pécasse, etc. Parce que bon, il y a quand même des acteurs professionnels qui parfois jouent mal, mais il y a au moins des acteurs professionnels. Et du coup, mais là, non, il y a rien du tout. Carré de Chéri, il est nul. Pour l'histoire, alors peut-être pour les enfants de 4-5 ans, oui, ça doit être sympa. Hein, c'est une histoire de Père Noël. Mais bon, toute la deuxième partie où il traverse les pays, c'est ridicule. C'est. Enfin non, voilà. C'est à cette époque-là, il y a aussi, 2 ans avant, il y a Les Maîtres du Temps de René Laloux, qui était un film d'animation avec des dessins de Moebius qui est sorti et qui est le jour et la nuit par rapport à un navet pareil. Juste pour rappeler, parce que tout à l'heure j'ai oublié son nom, donc j'ai été le rechercher, Dominique Hulin, qui joue l'ogre, et qui jouait donc le prof de sport. Dans les Sous-doués, ouais. Exactement, qui est un acteur qui existe toujours, hein, qui fait 2 mètres de haut, qui a une voix pas possible, une voix très basse. Et pour la petite anecdote, Francis Lay à la musique quand même de ce film. Ouais. Voilà. Et je pense qu'il a essayé de l'effacer de son CV. Et c'est Jean-Louis Foulquier qui jouait le père. Voilà. Ouais. Tout à fait. Jean-Louis Foulquier. On va passer à un film, on va dire de bien meilleur calibre, un film américain adapté d'un bouquin de Stephen King, réalisé par David Cronenberg avec Christopher Walken. Alors, Stephen King, Cronenberg, Walken. Bon, déjà, on a augmenté d'un palier. C'est Dead Zone. Dead Zone sur, voilà, cette histoire de médium qui est censé deviner des événements qui vont se passer et petit à petit qui va deviner de plus en plus de choses, des meurtres qui vont arriver, des complots politiques. Voilà. Dead Zone, moi, c'est un film que j'ai vu jeune aussi, que j'avais un petit peu zappé, et en le revoyant, je me suis dit, c'est quand même pas mal Dead Zone. Enfin, il y a quand même pas mal de choses. Ça ressemble pas à du Cronenberg pur jus. Il y a pas de métamorphose des corps, de fluide corporel, de tout ça. Mais par contre, c'est
extrêmement bien foutu. Pour moi, c'est vraiment excellente série B, parce que on va pas dire que ça, moi je trouve pas que ça dépasse la série B. Ça pourrait être presque un De Palma. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, de toute façon, oui, tu as raison de le dire, c'est un Cronenberg plutôt franc du collier. Ouais, C'est d'ailleurs, ça en fait certainement le plus accessible des Cronenberg. Bon, après, totalement. Avec Existence peut-être, mais ouais. ouais, et encore, Dead Zone est malgré tout plus terre à terre. Dans son propos et dans la façon dont Oui. le film est fait. Il n'y a pas du tout, d'effets spéciaux, rien du tout, mis à part les scènes de vision de Walken, tu vois, mais qui sont juste des associations d'images. Moi, ce que je savais pas, c'est que c'est une vraie histoire. Ah, c'est une vraie histoire. Ouais, c'est la vraie histoire d'un parapsychologue qui s'appelait Peter Urkos. Je ne vais pas écorcher son nom, ouais, qui se croyait réellement doté de pouvoirs de mentaliste après un accident et un coma. Bon, Oui, parce que c'est vrai qu'il a un accident au départ à la base du film, c'est ça, ouais. Ouais, en coccinelle, je crois, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai commencé alors, c'est un film que j'avais un bon souvenir de ce film. Ça, c'était, je savais que c'était en tout cas dans les 3-4 bonnes adaptations de King au cinéma. Il y en a quand même beaucoup qui sont vraiment pas terribles. Et on l'a regardé là, je l'ai regardé avec Steph et elle s'est carrément fait chier. Et, on l'a arrêté au bout d'1 heure. Et du coup, j'ai écrit ma critique. En louant ce que je savais être bon dans le film, mais en disant que le film avait peut-être pris une tic-tac. Et puis j'étais quand même un peu dégoûté parce que j'avais vraiment de très bons souvenirs et du coup je l'ai rematé hier soir de 2h du matin jusqu'à 3h30 et j'ai bien fait parce que non, le film il est super. Il y a une incroyable zig de Michael Caine. Moi, tu vois, il y a des scènes, par exemple, la première fois, je crois que Walken a des visions, tu sais, quand il prend la main de l'infirmière et puis qu'il voit sa maison qui brûle, ouais, avec sa fille dedans. Ouais, moi, ça me fait dresser les poils, et notamment à cause des violons et de la musique de Kamen. Moi, il y a encore une paire de trucs là-dedans qui me font un petit peu flipper. Hein. Bon, voilà, faut pas exagérer non plus, mais de toute façon, il faut pas se leurrer, c'est l'incroyable performance de Walken qui transcende le film. Il est génial. Ah ouais. Il est tout simplement génial. Il est attachant ou enfin ouais, je sais pas si on peut dire attachant, mais c'est pas un rôle si facile que ça à jouer, hein, de toute façon. Et il est parfait parce que il est tantôt dans l'incompréhension de ce qui lui arrive et tantôt conscient que ça lui donne un sacré pouvoir. Je trouve que c'est ça, tu sais, qui est intéressant dans le film. Et puis moi il y a aussi une autre, il y a Brooke Adams qui joue son ex là. Mais faut se remettre dans le contexte. On est en 84, donc Walken il sort. C'est un acteur que les gens ont identifié via Voyage au bout de l'enfer, mais c'est quand même pas une star. Il a quand même un physique très particulier. Peut-être que les gens ne sont pas encore habitués à cette espèce de sourire un peu carnassier, à ses yeux un peu de poisson. Il a quand même un visage très particulier. Et tu vois, Cronenberg et King, en tout cas, en font la vedette de leur film, ce qui était quand même assez osé. Ils auraient pu prendre un Pacino ou j'en sais rien, un Redford, un mec un peu plus bankable. Mais c'est vrai que Walken, il emporte le morceau parce qu'il y a des trucs pas très crédibles quand même dans ce film. Crédible, ça veut rien dire dans ce genre de film, mais en tout cas des trucs peut-être où on décroche un petit peu, où c'est moins bon, et lui nous ramène on va dire la suspension d'incrédulité, il l'annule parce qu'il est bon, quoi. Oui, comme tu l'as dit, c'est très très fidèle au roman. De toute façon. Donc voilà, Cronenberg, il peut pas faire autrement d'être plutôt sobre. Hein. De toute façon, le bouquin de King est sobre. Hein. C'est pas du tout, même si ça parle de vision, il y a pas du tout de surnaturel dans le bouquin non plus. Hein. C'est l'un des rares films de Cronenberg qui est une commande. C'est vraiment une commande. Pour lui, c'est pas un film personnel. Voilà, on l'a pris pour faire ça. Un petit peu comme La Mouche, sauf que La Mouche, il avait vraiment mis toutes ses obsessions à l'intérieur. Et là, Dead Zone, voilà, c'est un peu sa carte de visite pour Hollywood, quoi. C'est son premier film. Il part du Canada. Il fait Dead Zone pour un studio et ça devient un réalisateur tout de suite remarqué parce que c'est vrai que le mec sait mener une histoire, sait diriger des acteurs. Enfin voilà, il y a du vrai talent. On est d'accord là-dessus. Ouais. Disons que alors, je suis pas un expert de Cronenberg, mais il n'y a pas l'esthétisme comme il y a dans La Mouche de Cronenberg. Non, pas encore. Voilà, mais il y a cette espèce d'image hivernale quand même dans Dead Zone. Ça se passe sur la neige, dans le froid, dans le gris. Enfin, il y a un truc qui accroche l'œil. Donc voilà, on conseille Dead Zone. On est d'accord, Meryl? Complètement. Bon, on est d'accord. On reste dans le cinéma américain. Le dernier film américain de cette liste à voir, c'est Star 80, un film de Bob Fosse avec Margot Hemingway et Eric Roberts. Alors, c'est une histoire un petit peu tragique. Hein. C'est un film qui est basé sur une histoire vraie, l'histoire de Dorothy Stratton, qui était une espèce de, comment on pourrait dire ça, une playmate de l'époque. Voilà, une petite nana qui rêvait que d'une chose, c'était de faire carrière dans le cinéma, dans la mode, voilà. Et elle était maquée avec un espèce de vrai connard, une espèce de pervers narcissique, comme on dit. C'est la grande mode aujourd'hui pour ce
terme, qui lui aussi voulait être célèbre et donc qui ne supportait pas la célébrité de sa compagne, qui elle était plutôt aimée dans le milieu, voilà, qui avait une espèce de naturel un peu pas cruche, mais en tout cas elle était très naturelle et très simple. Donc les gens l'ont accepté assez vite. Et puis lui, la jalousie monte, l'envie monte et voilà, il va commettre le pire, l'irréparable. Donc voilà, c'est un film très bizarre parce que Bob Fosse qui le réalise, c'était un mec qui faisait des comédies musicales, notamment Que le spectacle commence. Et là, il fait un film adapté d'une vraie histoire, d'un fait divers qui avait un peu bousculé Hollywood quelques années avant. Et moi, je trouve que c'est une vraie réussite ce film, notamment pour la performance d'Eric Roberts, qui est assez dingue en mec complètement taré, imbu de sa personne jusqu'au dernier degré. Et je trouve que voilà, c'est un film qui vaut le coup. Meryl. Ouais. Tu peux rajouter malgré tout, même si elle a un rôle bien plus en demi-teinte, mais tu peux rajouter Marielle Hemingway, parce que c'est vrai qu'Eric Robert, alors il en fait des caisses, mais il est dans un rôle qui lui colle à la peau, quoi, de toute façon. Mais Marie Hemingway est vraiment bien. De toute façon, oui, voilà, le truc. Alors, je vais pas te dire que j'ai adoré le film, tu vois, je l'ai regardé, j'ai pas avancé, c'était plutôt intéressant, bon. Voilà, en plus c'est une histoire vraie, donc voilà, le film est bien fait, mais voilà, le seul vrai truc intéressant, c'est de voir Eric Robert s'énerver, péter les plombs, et puis elle surtout, de voir comment elle est un peu soumise. Tu vois, c'est un peu ça. Totalement. Complètement. Ouais. Bon, voilà. Ça suit sans ennui, mais c'est pas non plus mémorable. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir Eric Robert, un de ses meilleurs rôles, très certainement. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que tu l'as appelé Eric Robert tout le long. On dirait vraiment un mec qui tient un café, tu vois, à Metz. Eric Robert. Tu dis Julia. Est-ce que tu dis Julia Robert? Ouais, c'est vrai. Ouais, Meryl. Eric Robert. J'ai beaucoup moins d'attirance vers Eric Robert que vers Julia Roberts. Eric Roberts qui a une carrière dingue. Je sais pas si tu as déjà été voir sa vie. Ah mais c'est même pas des dents de scie là, c'est vraiment des montagnes russes où je pense que le mec il a 300 films à son actif. Enfin c'est vraiment un mec qui ne cesse de tourner encore aujourd'hui, qui tourne toutes les merdes qui lui tombent sous la main, les séries B, les séries Z, les conneries de franchise, de machin. Enfin il tourne tout. Attends, je vais te dire exactement. Tu vois, j'ai été loin du compte. 643 films, Eric Roberts. Ouais. Putain, c'est Bruce Willis mais dès le début quoi. Ah non mais c'est incroyable. C'est un mec, c'est le frère de Julia, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, et c'est un mec qui a démarré en étant un peu dans les espoirs. Tu vois, il avait une gueule quand même particulière. Il a un visage, il joue bien. Moi je trouve c'est un bon acteur. Oui. Et après c'est vrai qu'il s'est perdu. C'est devenu le 6e rôle de nanar pas possible et du coup c'est un peu dommage. Mais ça, là-dedans, tu as raison, c'est son meilleur rôle selon moi. Star 80, il est incroyable c'est un mec détestable. Enfin, vraiment, on le déteste de début à la fin parce il a tous les pires tares. C'est un violent avec les femmes. Alors, il est violent avec tout le monde. Il est obsessionnel. Il est jaloux comme c'est pas permis. C'est un malade, c'est un malade mental. Il est violent. Il est très, très violent. Ouais. Je viens de le dire, mais tu m'écoutes vraiment pas bien. Je couperai tout ça. Comment je m'appelle? Et donc voilà. Donc Marielle Hemingway, tu as raison de le dire, elle est très bien. Il y a Cliff Robertson qui joue Hugh Hefner, le patron de Playboy. C'est assez marrant parce que donc elle a démarré via Playboy et puis elle commençait sa carrière dans le cinéma au moment où cet enfoiré lui a brisé la vie. Elle était sûrement promise à une carrière en plus. Elle aurait pu avoir une carrière, oui, tu sais, un genre d'actrice ingénue comme ça qu'on trouve dans plein de films. Voilà, ça lui allait bien. Mais bon, il y a ce pourri de Eric Roberts qui lui flingue la vie. Et moi, je trouve que les scènes de fin, enfin les scènes vers la fin, où lui vraiment devient complètement fou et est pris dans son mental de taré. Voilà, il se construit une espèce de toile d'araignée dans la tête en se disant que tout le monde lui en veut, qu'il est obligé de machin. Je trouve les scènes très réussies à ce moment-là. Celle où ils sont dans la chambre. De toute façon, lui, tu sais, il a un peu une gueule de faux beau gosse, quoi. Tu vois, je vous conseille Star 80, toi Meryl, sans plus. C'est surtout que pour avoir un peu on va mettre la lumière un peu sur ce fait divers là qui avait vraiment défrayé la chronique à l'époque. C'était un truc qui avait marqué Hollywood parce qu'une jeune actrice qui débute, qui se fait assassiner, c'est quand même c'est pas tous les jours quoi. Et donc voilà, ce film là parle de cette histoire là, Dorothy Stratton. C'est assez intéressant et donc pour la performance d'Eric Roberts. On va finir la liste des films à voir. Il y a 2 films français. On va faire pas trop long là-dessus. En premier lieu, La 7e cible, un film de Claude Pinoteau avec Lino Ventura et Jean Poiret. Un polar, une espèce de polar thriller, plutôt thriller, on va dire ça comme ça. Pour résumer le film, La 7e cible, donc c'est Lino Ventura qui joue un écrivain qui a plutôt du succès, mais qui est pas non plus, c'est pas Victor Hugo, mais en tout cas il a un petit peu de succès. Et un jour, un maître chanteur, l'appelle par téléphone et lui exige $1 million sans explication. Et donc de là va naître une espèce de film alors Hitchcock, c'est peut-être exagéré quand même, mais en tout cas une intrigue à rebondissement où ce mec va se demander mais qui m'en veut, pourquoi, et va essayer de découvrir la vérité au début auprès de ses amis, puis après il va se retrouver seul. Et donc la 7e cible, c'est ça. Ce qui est
étrange dans ce film-là, c'est que des gens qui sont pas à leur place. Donc c'est Claude Pinoteau qui réalise, c'est le mec qui a fait La Boum, même s'il a fait Le Silencieux et L'Homme en colère avec Lino Ventura auparavant. Jean-Loup Dabadi qui est au dialogue et au scénario, pareil, qui fait que des comédies légères et tout ça. Donc pour un thriller, bon, c'est quand même très particulier. Et moi, c'est un film que j'avais totalement zappé. Je sais pas, j'étais passé complètement à côté de ce film quand j'étais enfant. Et en le revoyant là, je me suis dit, franchement, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai film du dimanche soir. Et j'ai kiffé La 7e cible. Exactement, et tu fais bien de dire un film du dimanche soir parce que c'est exactement le film. Moi, c'est la réflexion que je me suis fait, c'est que c'était exactement le film qui passait le dimanche soir avant qu'il y ait la déferlante des films américains qui remplace un peu ce genre de film des grands-pères, entre guillemets. Le 5e scénario de Jean-Loup Dabadi de ce podcast. Ah, tu vois, tu me l'apprends. 5, c'est pas mal déjà, j'ai compté. Ouais, c'est pas mal. Pour un mec que moi j'aime sans plus. Ouais, et puis t'as raison qu'il fait plutôt des comédies légères. Alors il y a un Lino Ventura toujours impeccable, mais bon, c'est ultra classique au niveau de la réalisation. C'est pas un film d'action. C'est bien réalisé, c'est bien écrit, c'est bien joué. Ça a bien vieilli. C'est bien rythmé, C'est surtout. bien rythmé. Oui, c'est ça, c'est bien rythmé. Ça a bien vieilli, de toute façon, tu vois. Et je suis d'ailleurs même étonné parce que j'ai lu dans les critiques que c'était pas un film qui était pas très apprécié et certainement pas cité comme un des meilleurs Lino. Alors que moi, je trouve que c'est vraiment un thriller de bonne facture. Ce qu'il faut dire, surtout, c'est que La 7e cible, donc c'est un film qui sort en 84 en France. Juste derrière Lino Ventura, il va tourner un film qui s'appelle La Jonque chinoise, qui ne sera jamais achevé parce que faute de financement, galère avec le réalisateur de ça, donc le film est arrêté. Et ensuite, il a un dernier rôle, un ultime rôle dans un film qui s'appelle La Rumba, réalisé par Roger Hanin, où c'est vraiment une apparition. Il est vieux dedans, enfin on le reconnaît. Voilà, il joue une espèce de caïd de la mafia. Et donc c'est son dernier grand rôle. La 7e cible, c'est son dernier premier rôle, c'est son dernier rôle en tête d'affiche au cinéma. À Lino Ventura. Et ça fait à nouveau un podcast où on aura cité Roger Hanin. C'est quand même incroyable. J'essaie de le caser partout, tu me connais. C'est incroyable. Alors oui, je suis d'accord avec toi, il y a du rythme. Après, je suis quand même un petit peu réservé sur Pinoteau, parce que heureusement qu'il y a Lino Ventura qui rattrape le coup. On est d'accord. Moi, en plus, ce que je trouve remarquable, c'est que Lino Ventura, il décède en 87 à l'âge de 68 ans, c'est-à-dire que dans La 7e cible, il a 65 ans. Ouais. Et franchement, il se porte bien, quoi. Enfin, il est crédible. Puis alors, la scène de cascade en bagnole sur l'autoroute, quand il repart à l'aéroport, il y a des scènes, voilà. Tu vois, si tu me dis cet âge-là, il y a des scènes qui sont vraiment très très bien tournées. Et puis on peut dire que Lino sait conduire une petite Lada. Il y a un acteur qui est très à contre-emploi dans ce film-là, c'est Jean Poiret aussi. Ouais, il est complètement à Jean. Après, moi j'ai toujours eu du mal avec Poiret. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu du mal. Mais oui, c'est comme Steve Martin, t'aimes pas les comiques aux cheveux blancs, je pense. Ouais, ou les sortes de pinces sans rire de l'absurde. Je sais pas comment dire. Ouais. Mais moi je l'adore, Jean Poiret. Après, j'ai trouvé ça quand même, malgré tout, un petit peu long, quand il part en Allemagne. Après, c'est vrai que c'est un peu long, ça. Ouais, on est d'accord. Après, bon, on a quand même le droit à une fin un petit peu, tu sais, sur les chapeaux de roue, tu vois, la fin. Donc, ça rattrape un petit peu le truc. Le scénario est plutôt original pour l'époque. En plus, tu vois, je te dis, ça rappelle un petit peu le début des arnaques, tu vois. Alors, tu disais, oui, c'est le réalisateur de L'Étudiante, en plus. Oui. Ah oui, tout à fait. Tu vois, mais encore une fois, il a débuté sa carrière avec des films avec Ventura qui étaient des polars très sérieux, très chiants d'ailleurs. Le Silencieux et L'Homme en colère, faut se les farder. Et là, moi, je trouve que c'est son plus divertissant, La 7e cible. Ouais, mais bon, il a fait carrément moins d'entrées qu'avec La Boum ou L'Étudiante. Ah totalement. Voilà. Est-ce que tu as fini sur La 7e cible? Ouais, le petit thème de Cosma à la fin, à la bébelle, il est excellent. On l'écoute. Et tout à fait. Alors moi, je voulais finir aussi, Meryl, parce qu'il y a quand même un acteur qui est à l'époque tout jeune, qui débute dans ce film-là, c'est Jean-Pierre Bacri, qui joue l'inspecteur Esperanza, qui se trimballe partout avec ses 2 petites filles, alors qu'il mène l'enquête et il a toujours 2 gamines, les mains dans les mains quand il va chez Ventura. Bon, c'est quand même un personnage assez marrant. Ouais, assez marrant et je vais pas dire crédible. Lui, il est bon, Bacri, mais tu te dis que c'est un flic comme ça, c'est pas crédible quand même, tu vois. C'est un personnage de film américain, je trouve. C'est vraiment le personnage surécrit. Mais lui, il est tellement bon que tout passe avec lui. Il y a un truc très chouette à voir je pense sur YouTube, on peut le trouver. C'est une interview de Ventura pour la sortie de La 7e cible. Et donc Ventura, immense star. Et voilà, il fait partie des 3 plus grandes stars du cinéma français de l'époque. Et il ne cesse de dire que Bacri, donc il y a un tout petit rôle dans ce film-là, va être un acteur qui compte. Il dit, alors lui, je le sens bien, il me plaît, c'est vraiment un mec qui va compter, je l'ai adoré, je l'ai trouvé excellent. Donc voilà, il était né sous les bonnes fées, Bacri, la fée Ventura. La preuve que les bons acteurs repèrent les autres bons acteurs. Exactement, on est d'accord. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Même si t'es un Vincent Lindon, tu vas pas dire, Pierre Ninet, je le sens bien, tu vois, parce que non, on y croit pas une seconde. Arrête de t'acharner sur Pierre Ninet.
On va finir, Meryl, les films à voir. On a encore 10 films dans le top derrière, donc on va faire un petit peu rapide sur le dernier. C'est Tricheur, un film de Barbet Schroeder avec Jacques Dutronc et Bulogier. Alors Tricheur, moi, c'est un film que j'ai découvert, j'en parle souvent dans le podcast de cette émission qui était animée par Bernard Rapp, le soir sur France 3 à l'époque, où il faisait découvrir des films un peu obscurs, et ensuite il recevait quelqu'un, voilà, soit le réalisateur, soit une actrice, soit le directeur de la photo pour parler du film. Et moi, j'adorais cette émission-là. J'ai vu plein de trucs très bien grâce à cette émission. Et Tricheur, c'était comme ça que j'ai découvert. Il avait reçu justement Barbet Schroeder qui venait parler de son film. Et c'est vrai que Tricheur, c'est un film on va le résumer rapidement, sur le monde du jeu. En gros, Jacques Dutronc, c'est un espèce de un loser fini qui se détruit par le jeu dans des casinos jusqu'à pas d'heure, par l'alcool aussi, parce que le jeu entraîne l'alcool ou l'alcool entraîne le jeu, on ne sait plus. Et Dutronc dans le rôle de Dutronc, c'est-à-dire il fait la gueule tout le long et il a l'air déprimé jusqu'au dernier degré. Et il y a Bulogier qui arrive au milieu de ça et qui devient un peu sa muse. Il est persuadé qu'elle lui porte chance et donc ils errent de casino en casino, de pays en pays. Et voilà, c'est un film extrêmement dépressif. En le revoyant, j'avoue que j'avais un peu surestimé le film. Pour moi, c'était un grand film, mais en fait non, c'est un petit film. Mais il y a une atmosphère d'espèce de roman américain complètement tragique de ce film-là qui me plaît bien. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Moi, je trouve que c'est raté. Et complètement raté. Parce que, la façon dont il traite l'histoire aurait pu être très intéressante. Tu vois, les côtés qui montrent de la souffrance du joueur, ça aurait pu être bien traité. Mais alors, déjà, en premier lieu, moi, Jacques Dutronc, zéro émotion. Tu vois, donc, il joue Jacques Dutronc, quoi. Ah ouais, mais j'avais pas été transcendé par Maîtresse, mais par contre, j'avais remarqué Bulogier, tu vois, quand même. Mais même dans ce film-là, moi, même elle, je trouve que ça fonctionne pas. Même réalisateur, un Barbet Schroeder pour les deux. Les choses qui fonctionnent là-dedans, c'est quand il filme les casinos. Ouais. Ou quand il filme les extérieurs, tu sais, avec les lumières, les publicités. Ça, c'est pas trop mal. Mais sinon, le film est un peu plat quand même. Dutronc va d'un point A à un point B, il fait que jouer ou perdre. Et lui, il ne laisse transparaître aucune émotion. Donc, du coup, toi, tu restes un peu sur ta faim, tu attends qu'il se passe quelque chose. Bulogier, en plus, tu as l'impression qu'elle s'est accordée sur lui. Elle, qui est déjà pas non plus, très dynamique dans son jeu, elle joue encore plus lentement. Pour moi, si tu veux, il n'y a pas vraiment d'émotion, alors qu'on est en train de parler pas de la folie, mais de la détresse d'un joueur malade. Du coup, voilà, ça te gâche le truc, parce que moi, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment mauvais, et Dutronc était vraiment mauvais là-dedans. En plus, Schroeder... Il y a quelques scènes, franchement. Il y a par exemple, je l'ai noté, tu vois, il y a un vieux plan. Alors, tu sais, quand il se barre avec ses potes et qu'il la laisse tomber, elle reste sur le trottoir, tu sais. Ouais. Et il y a un vieux plan là, tu vois carrément une moto qui passe avec le bras en l'air, en plein milieu, comme ça. C'est comme un cut, mais un cut qui sert à rien du tout. Puis, toi, tu vois que je sais pas pourquoi il a fait ça, et c'est sale, quoi. Tu vois, ça rend rien du tout au montage. Moi, je sais pas si tu connais un peu l'histoire de ce film-là, mais je pense vraiment que c'est un truc qui a été raté. Tu vois, je sais pas ce qui s'est passé, mais... Moi, ce que je peux te dire, c'est que je suis fan de Maîtresse. Je trouve que c'est vraiment un grand film. Bon, toi, t'étais moins dithyrambique que moi, mais j'adore Maîtresse, même en l'ayant vu plusieurs fois. Tricheur, c'est vrai que ça soutient moins la comparaison. C'est clair que ça morfle au niveau du rythme. Mais moi, je suis un peu passionné par ce monde de losers, des joueurs compulsifs, invétérés, voilà, qui traînent de casino en casino. Ça m'a toujours un peu fasciné, même si c'est un peu la spirale de la lose. Et c'est vrai que j'aime bien ces ambiances-là de casino où il y a plus grand monde parce qu'il est 5 heures du matin, où tout le monde s'est fait ruiner, s'est fait rincer les poches et tout ça, machin. Les mecs se finissent au Bourbon, au bar. Bon, je trouve que c'est très cinéma. Et c'est vrai que Dutronc, là-dedans, il fait plus alcoolo que joueur. Il est vraiment très épais, il est très boursouflé. Je pense il picolait bien à l'époque, le pépère, et donc il a les joues, mais il a des joues énormes. Moi, je dirais pas raté, je dirais c'est un film qui est un peu passé à côté de son truc. Enfin, tu vois, c'est presque réussi dans ce qu'il a voulu rendre. Je pense qu'il a voulu rendre le côté suicidaire de ces joueurs-là, mais en fait, le film, il y a trop de mauvaises scènes, il y a trop de mauvais choix de scénario, et du coup, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est gros, c'est mal mis. Moi, je trouve qu'il y a un problème de mise en scène dans ce truc. Alors, autant pour moi, on finit pas sur Tricheur, la liste des films à voir. En fait, il y aura un dernier film français dans la liste des films à voir, Meryl. On a fait le tour sur Tricheur, voilà, Moi, je le conseille un tout petit peu pour les gens vraiment que ça intéresse ce sujet, mais faut pas non plus se ruer dessus, ça vaut pas le coup. C'est Petit Con, un film réalisé par Gérard Lauzier, adapté de l'une de ses BD. On avait déjà parlé de Gérard Lauzier pour Je vais craquer avec Clavier, où il n'était que inspirateur et scénariste. Là, Petit Con, c'est réalisé par lui, et donc ça narre tout simplement la vie d'un petit con, justement comme le titre l'indique, qui une espèce de fils de bourgeois qui se rebelle contre sa famille, mais comme un gamin, et qui veut vivre des expériences un peu extrêmes. Donc, il rencontre une nana un
peu des mauvais quartiers, puis qui la suit, puis il se fait avoir par cette fille. Enfin bref, et ses parents sont joués par Caroline Cellier et Guy Marchand. Franchement, quel casting magnifique pour jouer des parents. Et moi j'ai regardé Petit Con. En fait, c'était un film dont j'avais un grand souvenir d'adolescence. Et en le revoyant, ça reste un petit film français, mais je trouve avec plein de bonnes scènes. Est-ce que toi tu le connaissais? Qu'est-ce que t'en as pensé? Je le connaissais pas du tout. Alors oui, connaissant ton admiration pour Marchand, voilà, je suppose déjà que c'est déjà le plaisir de voir, même l'autre, hein, toi, de voir Marchand avec un rôle un peu plus important. Magnifique là-dedans, il est magnifique. Ouais, magnifique si tu veux. Magnifique. Encore Non mais tu sais, oui. cette espèce de père, voilà, qui est un peu bourgeois, qui a l'impression d'avoir tout donné à son fils lui parle comme une merde et lui il essaye d'être gentil. Enfin moi je le trouve excellent. Non, moi je suis d'accord avec toi. Et il n'y a pas que lui qui est bien là-dedans. Moi c'est l'ensemble du film qui, voilà, tu te fais un petit peu chier quand même, puis tu as envie de mettre. C'est un peu long. Ouais, c'est un peu long, il se passe pas grand-chose. Alors il y a la mystique de la pomme de terre expliquée par Philippe Corsan qui m'a fait un peu marrer, tu vois. En plein pipi au crochet de sa meuf. Si, il y a la scène, tu sais, de tentative de plan à 3, justement, avec Corsan et sa fan. Elle est géniale, elle est géniale cette scène. Elle est sympa, elle est pas géniale, elle est sympa, voilà. On peut la situer vite fait pour les gens. Donc le héros du film, en fait, il trouve que ses parents ont toutes les tares de la terre, donc il se barre toujours voir son copain qui lui vit avec des parents complètement babos, qui sont restés bloqués dans les années 70. Et un soir, voilà, il y a Philippe Corsan et sa femme qui le reçoivent, donc les parents de son pote, et lui il est dans un fauteuil et il commence à lui parler un peu de la vie. Et Philippe Corsan pendant ce temps-là retire le chemisier à sa femme, lui touche le sein et lui dit tiens, elle aimerait que tu le touches. C'est hyper drôle, on voit la gueule du mec gêné, moi ça me fait beaucoup rire. Ah puis Corsan est très très bon. Moi Corsan il est impeccable. Ouais, Corsan de toute façon, tu vois, c'est un acteur, alors ça n'a jamais été un acteur en tête d'affiche de toute façon, mais c'est un acteur qui a toujours fait très très bien ce qu'on lui demandait de faire. Exactement, très bon acteur, très bon acteur. Donc voilà pour le point faible, moi, je trouve, justement, après je te laisse la parole, c'est l'acteur principal qui est vraiment à claquer. Alors du coup, pour le coup, il fait bien son rôle, mais Terry qu'on fait des caisses là-dedans en plus. Oh ouais. Mais en fait, toute la deuxième partie est ratée, moi je trouve. Ouais. Dès qu'il y a Auteuil qui arrive, parce qu'on va raconter vite fait, du coup, il rencontre une fille un peu des faubourgs qui est jouée par Swad Amidou. Il croit qu'il tombe amoureux d'elle, qui est très bien. Ouais. Elle est très bien. Ouais. Et puis du coup, elle s'aperçoit à lui qu'il a un peu de pognon, qu'il vit dans un appart, une chambre de bonne qui est filée par ses parents. Elle se dit tiens, je vais taper l'incruste, et elle ramène son mec qui sort de prison, c'est Auteuil, et Auteuil est over the top, beaucoup trop. Oui, tu m'étonnes. Bon, et puis il y a un petit coup de Balasco aussi là-dedans, donc voilà. Qui est sobre. Pour les fans de Guy Marchand, c'est sûr que c'est un film intéressant à voir. Bon, comme tu disais, voilà, c'est un petit film peut-être sympa à voir. Ça casse pas quatre pattes à un canard. Puis bon, pour le plaisir, moi j'ai toujours un plaisir immense. En plus, elle nous a quittés il y a quelques temps. Caroline Cellier, voilà, c'est une actrice que j'adorais. Je la trouve sublime et je la trouve toujours très juste. Donc voilà, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Guy Marchand, Caroline Cellier, meilleur casting de l'année 84, je pense, pour jouer des parents. Justement, Meryl, on a fini avec les films à voir. On va passer au top de l'année 84. Et donc, 9 films dans ce top, et on redémarre comme on a fini les films à voir avec Guy Marchand et avec Gérard Lauzier. C'est le numéro 9, c'est La tête dans le sac, donc un film de Gérard Lauzier encore une fois. Donc le mec a réalisé 2 films dans la même année. Guy Marchand là joue le rôle principal pour le coup et joue une espèce, voilà, c'est adapté encore une fois d'une BD de Gérard Lauzier qui ne réalisait que des adaptations de ses BD. Et donc Guy Marchand joue une espèce de mec un petit peu bourge, voilà, cadre supérieur dans une boîte, qui doit avoir 50 ans et qui est lassé de la vie, qui a le pognon, qui a la réussite, mais il s'emmerde, il a pas de nana, et puis tout le fait un peu chier. Donc voilà, il y a une espèce de voix off un peu lancinante qui revient dans la tête de Guy Marchand et voilà qu'on entend pendant tout le film. Et moi, c'est un film pour le coup, contrairement à Petit Con que j'avais découvert à peu près à la même époque, je trouve que ça marche bien et j'aime bien La tête dans le sac, même s'il y a 2-3 scènes ratées, même s'il y a 2-3 égarements de scénario, j'aime bien La tête dans le sac. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah écoute, je vais te la faire à la Guy Marchand. Hein. Ouais, bon, c'est un peu chiant quand même. Tu vois, ça va pas très très loin non plus. Et puis ce qui m'énerve, c'est que finalement là-dedans, celui que je trouve moi pas trop mauvais, c'est Bruel. C'est vrai que Bruel est bien, ouais. il est vachement bien en petit con. Un petit connard. Un petit connard, oui, c'est plus adapté. Tu vois, j'ai pas noté grand-chose parce que je crois que j'ai lâché au bout d'une heure. Ah merde, merde. Je me faisais chier. Au début c'était sympa parce que voilà, oui. Là par contre, voilà, Guy Marchand, c'est le héros principal. Mais c'est rare. Oui, c'est très. Bah, je sais même pas si c'est pas unique hein, d'ailleurs.
Non, il a eu deux, trois autres rôles comme ça, mais des films qui ont pas, genre Charlie Bravo, des films qui ont pas du tout marché, Charlie Dingo, pardon, des Ouais. films qui ont pas marché du tout, ouais. Ouais. Ah ouais, alors que là, la différence que tu disais, alors Petit Con aussi, mais La tête dans le sac, bon, c'est pas des méga succès, mais alors, je sais plus, ça fait 600 ou 700 000 ou un truc comme ça, non? C'est pas Ouais, ça? ouais, ouais. Ouais. Mais il y avait une affiche très, très marquante aussi de ce film-là, où tous les personnages Ouais. principaux, les quatre personnages principaux sont représentés par des animaux. Donc, Guy Marchand, c'est un singe. Franchement, quand on le voit à poil, on comprend pourquoi. Tu vois, il y a Bruel qui a un crocodile, Fanny Bastien qui a un serpent. Enfin bref, tous les personnages ont et donc c'est marqué Paris, c'est la jungle, la tête dans le sac. Voilà, c'est un peu les slogans de l'époque. Oui, oui, mais de toute Voilà. façon, tu sais quoi, l'affiche, moi, je la connaissais, hein. J'avais jamais vu le film, mais l'affiche, je la connaissais, donc Et ça ouais. a dû faire son petit effet quand c'est sorti. Tout à fait, Je tout pense, à hein. fait. Au scénario, on retrouve à côté de Lozier Édouard Molinaro, qui l'a aidé à écrire la version. Et en fait, moi, c'est un film, tu vois, qui me fait penser à Je vais craquer. Je trouve que c'est un peu le même genre de film. Ça se passe un peu dans le même genre d'univers. C'est des types qui ont un peu tout, qui sont arrivés, on va dire, pas au sommet de leur carrière, mais en tout cas qui sont arrivés à une position très confortable socialement et qui dépriment parce qu'ils ont pas ce qu'ils veulent, parce que ils sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Et moi, j'aime bien en fait ces rôles-là parce que je pense que je m'identifie aussi un petit peu de temps en temps à ce genre de personnage. Et du coup, là, je trouve que Guy Marchand, qui joue ce type, voilà, qui tous les soirs se dit, je vais m'endormir comme un bébé. Voilà, moi, ça me fait marrer. Marisa Berenson, qui joue sa vieille copine avec qui il couche de temps en temps. Fanny Bastien, qui est la petite actrice de Pinot Simple Flic, qui arrive dans sa vie et qui fout le bordel. Puis Bruel, comme tu l'as dit, qui joue le petit connard. Et puis, bah, un personnage incroyable dans ce film-là, je trouve un second rôle magnifique, c'est Jacques François Ouais, en ouais. docteur homo qui vient soigner les homos chez Guy Marchand. Enfin, voilà, moi ça me fait marrer. Enfin, c'est vraiment un film que j'aime bien, mais c'est vrai que c'est dur à vendre. On va dire, c'est une vague de la comédie française qui a totalement disparu. Les films un peu bourgeois comme ça, enfin les comédies qui se moquaient de la bourgeoisie, il y en a plus trop aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est léger et je leur dis, hein, le truc vraiment intéressant là-dedans, c'est Guy Marchand, il est tellement pathétique là-dedans que pour certains dont toi tu fais partie, il est drôle. Tu vois, c'est ça. Ah Je ouais. pense que tu prends ça comme une petite comédie. Alors c'est pas les éclats de rire, mais voilà, c'est sympa. Lui, c'est rigolo de le voir dans certaines situations, hein, mais je pense que Guy Marchand, quand il fait, parce qu'il fait un peu tout le temps ce rôle-là, hein, tu vois, de mec pathétique, hein, de toute façon, hein, qui fait le malin, qui frime, mais qui se fait tout le temps avoir, qui est un peu ridicule. Et alors, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de mettre ce personnage-là en premier plan. Oui, C'est le Roblo français. carrément. Ouais. Bon, on a fini sur la tête dans le sac. Alors, juste avant qu'on finisse, qu'on passe au numéro 8, moi, je veux juste la musique de Cosma chantée par Guy Marchand. C'est Romantic Romance. J'adore cette chanson-là. Elle est kitsch au possible. On en écoute un extrait. Chacun son tour, romantique romance. En plein jour, romantique romance. On vit toujours. Et on passe au numéro 8. Alors, d'habitude, cet acteur est un peu plus haut dans le classement, mais là, je dois l'avouer, même si c'est mon idole absolue, Bébel, on va dire que c'est pas son meilleur film, loin de là, c'est Les Morphalous, un film d'Henri Verneuil, d'ailleurs le dernier film d'Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo. On retrouve aussi au casting Marie Laforêt, qui était la grande muse à l'époque de Bébel, Michel Constantin, Jacques Villeray, voilà, tout un casting assez fou pour un film finalement qui sonne un peu le déclin de Bébel, je trouve. L'affiche, voilà, on le voit arborer une espèce de fusil de chasse pas possible avec des biceps incroyables, des tatouages pas possibles. C'était un peu la fin d'une ère, Les Morphalous, ça se passe, voilà, c'est une espèce de comédie qui se passe pendant la guerre. Et moi, c'est un film que j'aime bien. J'ai de la tendresse pour ce film-là. Il y a des très bons dialogues d'Audiard, mais c'est vrai qu'à la revoyure, ça reste un film mineur dans la carrière de Bébel. Qu'est-ce que tu as pensé des Morphalous, Meryl? Ben alors, tu vois, c'est un des rares Bébel avec le professionnel que j'ai vu au cinéma. Du coup, je me rappelais de l'affiche aussi, de la grande affiche. Alors, j'étais allé voir ça avec un ami à moi qui, lui, était ultra fan de Bébel. Donc, voilà, je me souviens être sorti de la salle content d'avoir apprécié le film. Là, en le revoyant, c'est quand même... Je sais plus quoi dire, en fait, tu vois. Parce que pour moi, c'est un petit peu... Je suis désolé, hein, mais pour moi, c'est un peu tout le temps la même recette qui patauge, quoi, tu vois. Alors là, du coup, c'est le versant Verneuil, Belmondo, Audiard. Ouais, alors Audiard, quelques dialogues qui font mouche. Ouais, alors celui-là, c'est la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Tu vois, c'est. Ah, mais ça, c'est le meilleur dialogue du film. Ouais, tu vois, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, on a connu Audiard bien meilleur que ça. Je sais pas, c'est un peu tout le temps le même mélange pour moi. Et puis, du coup, le résultat, c'est des scènes d'action un petit peu vieillottes. Comme il y a du Audiard, il y a quelques répliques qui font mouche, mais ça vole pas haut. Et puis, tu les retiens pas spécialement. Je trouve que c'est assez moyen. Et puis, alors, tu vois, Marie Laforêt, toujours pareil, hein. Moi, je trouve qu'elle est encore. Alors, pardon, Marie, mais je trouve qu'elle est encore plus quiche que d'habitude dans Les Morphalous. Mais de toute façon, je trouve qu'ils sont tous pas bons. Tu vois, je trouve que personne n'y croit là-dedans. Et
En fait, je suis désolé de dire ça, mais ça cachetonne à mort, en fait, tu vois, dans ces années-là, moi, je trouve, au niveau Bébel. Ce film-là, on est d'accord, je pense qu'il cachetonne. C'est vraiment je pense que même lui, il l'avait dit dans une ou deux interviews quelques années après, il avait dit que voilà, Les Morphalous, c'était peut-être le film de trop. C'était celui, en tout cas, qu'il avait pris le moins de plaisir à tourner, parce que je pense que, voilà, Verneuil était un peu en fin de cycle aussi, tout le monde était un peu en fin de cycle, et Bébel, le premier, avait dit, bon, effectivement, j'ai tourné mieux, j'ai fait mieux. Mais voilà, moi, Les Morphalous, ça reste un plaisir d'enfance. Bon, c'est comme tous les Bébel, mais tu vois, je le mets 8e de la liste. C'est vraiment l'un de ceux que j'en vois le moins, largement. Je pense que j'ai dû le voir 3 fois dans ma vie maximum, alors que d'autres, j'en ai vu 30 ou 40 fois. Voilà, c'est un petit film. Il y a quand même Villeray, voilà, il y a la petite... Il y a Villeray qui est en train de naître petit à petit au cinéma, qui trouve son rôle de couillon. Il y a Constantin dans un de ses derniers rôles aussi. Voilà, Michel Constantin, éternel second rôle du cinéma français, qui retrouve Bébel après l'âge Koumoun notamment. Et voilà, même la musique est pas bonne. On va pas se mentir. Non, alors que dans tous les Bébel, la musique normalement est là, mais là, c'est même pas bon, ça marche pas. Après, ce qu'on peut quand même dire, c'est que la preuve que ça reste un acteur incroyable, c'est que voilà. Alors, je suppose qu'à l'époque, le film n'a pas dû recevoir de bonnes critiques parce que on peut pas dire. Il s'est fait défoncer. Ouais, on peut pas dire que les critiques ont été gentils avec Jean-Paul Belmondo sur toute sa carrière de toute façon. Quand c'était bon, c'était souligné, mais voilà quoi, c'était pas. Donc du coup, je suppose que oui, il s'est fait défoncer, mais voilà, tu vois, le mec avec un film comme ça et qui se fait défoncer réussit quand même à attirer 2 millions de personnes dans les cinémas. Ça te montre quand même le pouvoir, le capital sympathie du Jean-Paul quoi. Totalement. C'était une fin de cycle, Les Morphalous. Voilà, c'était peut-être, il fallait peut-être que l'histoire se termine à ce moment-là, même si on va reparler très vite de Bébel, peut-être même dans la même année. On va voir tout de suite. Mais on passe donc à la 7e place. Un petit tour du côté du cinéma américain. Risky Business, un film de Paul Brickman avec Tom Cruise dans le rôle principal, Rebecca de Mornay, magnifique Rebecca de Mornay dans le second rôle, Joe Pantoliano dans le rôle du méchant. Alors c'est simple, l'histoire est assez limpide. Elle a inspiré 1001 films américains derrière, mais bon voilà, c'est peut-être la jeunesse de ce genre-là. C'est un ado qui vit dans une famille, on va dire très riche, dans une espèce de banlieue pavillonnaire magnifique avec des maisons qui ont 340 pièces. Et donc ses parents partent et lui disent on compte sur toi pour travailler tes études et pour pas foutre le bordel. Et lui, bien sûr, il ne pense qu'à une chose, c'est foutre le bordel. Il fait venir une prostituée le soir même, il s'en amourache d'elle, elle lui pique tout, elle lui pique finalement tout, et lui il va avoir en gros une espèce d'1 heure et demie pour récupérer tout ce qui appartient à ses parents, pour passer ses études. Enfin bref, c'est un bordel pas possible. C'est un film que j'aime beaucoup, moi. Je l'avais vu assez jeune, j'avais beaucoup aimé, et là en le revoyant, je trouve que ça marche toujours aussi bien. Quels étaient tes souvenirs toi de Risky Business, Meryl? C'est pareil, ça faisait un moment que je l'avais pas vu, et tu sais ce que je me disais qui fonctionne toujours très très bien, c'est qu'en fait c'est un drame érotique, ce truc-là. Parce que je trouve qu'il y a une grosse dose d'érotisme, notamment due à Rebecca de Mornay, parce que incroyable. La première scène quand elle arrive, aïe. Faut quand même se dire, et moi c'est pareil, ça rappelle quand même une époque où voilà, quand tu regardais Risky Business, que tu avais 12-13 ans, bon, tu regardais Risky Business avec des jolies nanas dedans et un sujet un petit peu, parce que là maintenant. Alors, ça raconte un peu l'histoire, mais c'est quand même l'histoire d'une sorte de Mac qui transforme la maison parentale en bordel, tu vois. Donc, un proxénète, un jeune proxénète, c'est ça. Donc tu vois, à l'époque, dans l'Amérique des années 80, le rêve américain, alors peut-être que ça en faisait rêver certains et qu'en plus c'était un peu accepté dans les mœurs, mais là aujourd'hui tu fais plus du tout le même. C'est vrai, on est d'accord. Ce qui fonctionne aussi dans ce film-là, on a beau dire, moi tu vois, on revoit beaucoup de Tom Cruise pour le podcast, on va en parler dans les années à venir, mais Tom Cruise là, c'est peut-être son premier grand rôle marquant, et il a vraiment une nature, il a un truc, il est au-dessus des autres. De par son histoire, c'est pas un film qui aurait dû le faire exploser tant que ça, et de par la réalisation qui est très très classique non plus, mais malgré tout, son interprétation est tellement, pas incroyable, mais est tellement bonne que il y a des scènes de ce truc-là qui restent gravées dans les mémoires, et même des scènes qui sont pas, tu vois, marquantes, mais la scène, tout le monde, et je crois que c'est d'ailleurs ce qui a fait marcher le film, c'est la scène où il se met à danser avec le ballet, qui est une scène conne, il sait rien du tout, il danse avec un manche à balai dans les mains, mais il est tellement parfait dans le rôle avec son slibard que enfin voilà, c'est un film qui a beaucoup marché en plus. Alors beaucoup marché aux États-Unis, parce qu'il a surtout marché après à l'international, mais en VHS. C'est un film culte aux États-Unis. En France, bon, c'est rare qu'on nous parle de Risky Business. Oui, c'est ça. Oui. C'est un teen movie sérieux finalement, parce que on est quand même là-dedans. Tu vois, ça parle pas trop d'école, ça parle juste un petit peu d'école, mais on est quand même dans cette mouvance-là, je pense. Tu vois, des films de John Hughes. Alors par contre, alors tu parlais de Paul Brickman, tu vois, le réalisateur qui n'aura fait que ça. Totalement. Mais enfin voilà, moi je trouve ce film-là, il se résume par, c'est ce que je te disais, tu vois, ça mêle insouciance, érotisme et Porsche 928 sur fond de In the Air Tonight. Moi, c'est les années 80 qui me plaisent.
française. C'est, avec une bonne BO, en plus avec du Bob Seger, qui est un mec que je connaissais pas avant de voir ces films-là et qui va inonder littéralement toutes les BO à venir des années 80 avec ses tubes, hein, tu vois. Et puis il y a la fameuse scène de métro. Incroyable. C'est une scène- D'ailleurs, on peut écouter le morceau qui est de Tangerine Dream. un film électrique grâce à Rebecca De Mornay, un Tom Cruise qui est très très juste dans un rôle de futur jeune enfoiré de patron américain assoiffé de fric. Hein, C'est ça. pas C'est les mentir. débuts c'est Reagan. C'est Reagan qui ça. démarre, ouais. Puis, tu l'as cité, mais un Joe Pantoliano qui est tout le temps bon, quoi. Et Joe Pantoliano, il est bon dans les Goonies, tous les films, de toute façon, il est parfait. Même dans Bad Boys, il est bon. C'est pour dire. Ouais, tu vois, c'est vrai que c'est pour dire, oui. Et Tom Cruise, ce qu'il faut dire, c'est que ouais, t'as raison de le dire parce qu'il joue quand même le héros de ce film, qui est censé être un film de divertissement, une espèce de comédie. Mais voilà, il est à double tranchant parce qu'au début, on se dit c'est un petit couillon, il est simple, il a juste envie de se faire plaisir un peu dans le dos de ses parents, et puis il se transforme en espèce de mania de la finance, de proxo de luxe, à faire venir plein de nanas et plein de jeunes. Et en fait, il a une nature, Tom Cruise, qui lui permet de faire passer ça sympathiquement. Ça aurait pu être un rôle de vrai connard, et en fait, il est tellement bon, il est tellement juste, et il est tellement naturel dans ce qu'il fait que ça passe bien. Franchement, en revoyant beaucoup de films avec Tom Cruise des années 80-90, moi je trouve que je trouve que c'est vraiment l'une des plus grandes stars américaines et c'est l'un des meilleurs acteurs surtout. C'est vraiment un grand acteur. Surtout que, comme tu le disais, hein, ce sont pas des films, c'est pas de l'acteur studio, tu vois. Donc, lui, il arrive Ah ouais. à transcender un peu ce genre de film-là et à en faire des véritables succès parce qu'il est excellent. Ouais, ouais. Exactement. Moi, je vais finir sur Risky Business en parlant de cette scène que j'adore où tu sais il y a le mec qui vient le recruter d'une école et lui il le reçoit alors que c'est un bordel pas possible dans la baraque, il y a tout le monde qui est en train de se taper des meufs et lui arrive à vendre son truc, à retourner la tête du mec. Enfin voilà, il est excellent dans cette scène-là et je trouve que le film est au diapason même au niveau du rythme, au niveau de la musique, au niveau de l'ambiance de ces banlieues pavillonnaires. Il y a vraiment quelque chose dans ce film et c'est un film je trouve qui a tellement mieux vieilli que tout le reste de ce genre de film apparenté à ces années-là. Bravo, Paul Brickman, il a au moins fait un grand film. On va dire ça sur Risky Business. Meryl, on va poursuivre. On est à la 6e position. Alors là, on change complètement de décor. On est à Paris. Il y a une moustache, il y a un képi, il y a du Pinot simple flic, quoi, tout simplement. Donc, on a parlé dans les films à voir du premier film réalisé par Michel Blanc qui sortait du Splendide, Marche à l'ombre. Là, c'est le premier film réalisé par Junio qui sort également du Splendide, Pinot simple flic. C'est un film qui, voilà, comme son titre l'indique, ça parle du quotidien d'un petit flic qui bosse à Paris entre les paniers à salade, les commissariats un peu miteux, les arrêts de prostituées, les arrêts de petits voleurs à la tire. Enfin bref, une vie pas très reluisante. Et moi, c'est un film que j'aime depuis que je suis tout gamin, Pinot simple flic, et je ne m'en lasse pas. Je l'ai revu et je me suis dit quel plaisir de revoir Pinot simple flic. Encore une fois, comme Marche à l'ombre, comme tu le disais tout à l'heure, ça dépeint une époque. Ça montre un Paris qui n'existe plus. Ça montre des gens qui n'existent plus vraiment. Ça montre aussi des looks qui n'existent plus. Mais je trouve qu'il y a une vraie tendresse dans la façon dont il dépeint cette époque-là. Et puis il y a des très bons gags. Tu vois les deux mecs qui attendent au commissariat, qui sont derrière le guichet d'attente, qui s'appellent Dominique et Thomas, Dom parce que voilà, Légitimus c'est son pote. C'est voilà, il y a plein de petits gars comme ça. Il y a Pierre Mondy quand même en commissaire qui est génial. Ça fait plaisir de le voir, ouais. Mais Brialy aussi, ouais, ça fait plaisir de les voir. Ah, voilà, il y a Brialy, il y a cette réplique géniale, tu sais quand à la fin il se bat avec l'antenne de télé, rendez l'antenne Pinot. Bon voilà, moi ça m'éclate. Bref, c'est un film, voilà, c'est une petite comédie française toute simple, mais que je trouve elle est parfaite, c'est parfaitement fait, il n'y a pas de scène en trop, le rythme est parfait, ça dure 1h30, il n'y a pas de gras. J'adore Pinot simple flic. Ouais. Alors je vais pas dire que je l'adore, mais tu vois, c'est comme Marche à l'ombre. Il y a quelques scènes et des répliques que tu viens de citer qui sont sympas et qui restent dans la tête. Et du coup, c'est une très bonne comédie française. Et en plus, c'est le premier film de Junio, donc tu vois, c'est pareil comme Blanc, parce que le mec, c'est pareil, je sais pas combien il fait, mais je suis sûr qu'il doit pas être loin des 5-6 millions d'entrées avec Pinot simple flic. Moins, Ah, il a beaucoup un moins. petit peu moins quand même, ouais. Je pense qu'il a à 2 à mon avis, un truc comme ça. Parce que du coup, tu sais, alors là, pour le coup, on est vraiment en présence d'une affiche hyper badass, hein, parce que c'est limite Pinot Rambo simple flic. Hein, Ah ben c'est ça, c'était un pastiche de Rambo, ouais. Ouais, carrément, carrément. Il y a des moyens en plus, comme tu l'as dit, c'est vrai. Hein, t'es dans un vrai commissariat, voilà, ça. Alors c'est pas un documentaire, mais bon, tu sens bien la puanteur des commissariats de l'époque. Enfin, il y a tout le charisme de Junio qui fait tenir le film debout. Les années 80, je veux bien, hein, mais bon.
Junio pique de la cam dans une boîte à chaussures chez les policiers pour enfiler à sa copine qui en manque. L'affiche est un peu trompeuse, hein, voilà, Junio en Rambo armé jusqu'aux dents. C'est plutôt l'histoire d'un mec un peu gauche qui manque de confiance en lui. Puis un rôle fétiche à Junio, hein, de toute façon. C'est un petit peu Le lâche sympa. Ouais, voilà, c'est un petit peu ce qu'il fait aussi dans Scout toujours. Tu vois, Oui, totalement. Ouais. C'est sympa, ça reste une bonne comédie, tu vois, ça reste une bonne comédie à voir. Ça n'a pas trop vieilli parce que, ouais, c'est comme tu dis, c'est un bon témoignage de ces années-là. Quand tu vois les bagnoles de flics de l'époque, leurs uniformes, c'est plutôt rigolo. Et puis il y a la chanson sympa de Chédid qui te reste bien dans la tête un petit moment. Moi, je vais conclure sur Pinot. Voilà, c'est un film qui est repassé 12 milliards de fois à la télé. Donc, j'ai regardé le box-office 2,5 millions d'entrées à l'époque. C'est quand même, un beau score pour un premier film. Faut pas le nier. Et, moi, j'aime beaucoup Fanny Bastien, voilà, qui joue la petite nana avec qui, il s'amourage d'elle. Elle a joué dans La tête dans le sac avec Guy Marchand. Là, Junio, aussi. Et je trouve qu'elle avait vraiment un caractère. Elle faisait un peu petite punkette de l'époque. Elle a une vraie nature. Et puis moi, voilà, c'est un film que j'ai toujours trouvé très sympa. Il y a des scènes, notamment celle où il est dans le bus et qu'il y a les mecs qui arrivent pour défoncer la gueule et lui il n'ose pas sortir son képi parce qu'il sait qu'il va se faire défoncer. Enfin voilà, il y a que Junio qui sait jouer ça avec cette espèce de regard de chien battu en regardant le sol. Voilà, moi j'aime beaucoup, c'est un film plein de tendresse, c'est assez marrant. Voilà, Pinot Simple Flic, moi c'est une de mes comédies années 80 que je préfère, que je peux revoir très très souvent. C'est un film dont je me lasse pas et en plus je trouve que c'est une bonne jonction pour un film que tu peux montrer à des gosses ou à des adultes. Donc c'est un film voilà, pour le tout public de 7 à 77 ans. On passe au numéro 5 de ce top 1984 avec un film, voilà, c'est un peu le réalisateur chouchou de ce podcast, on en parle quasiment pour tous ses films, en tout cas dans cette époque-là. C'est De Palma, c'est Brian De Palma, c'est Scarface avec Al Pacino et Michel Pfeiffer. Un classique parmi les classiques, hein, Scarface, voilà, tout le monde en a parlé, c'est devenu un peu l'emblème aussi, voilà, des jeunes à une époque. Il y avait des posters de Scarface dans toutes les chambres, c'est devenu un peu l'idole. Alors, les médias TF1 te diraient c'est un peu l'idole des banlieues. On va pas aller jusque là. Moi, je viens pas d'une banlieue, j'avais le poster de Scarface dans ma chambre. Donc voilà, ça peut arriver à tout le monde. Et Scarface, moi, c'était plus un film dont j'avais un souvenir, voilà, correct, d'un bon film et tout ça. Et là, en le revoyant, je me suis dit, waouh, en fait, c'est vraiment la classe absolue. Scarface, j'ai adoré le revoir. J'ai beaucoup plus aimé que lors de mon premier visionnage. Et encore une fois, on retrouve toute la maestria de Brian De Palma. Là, il est au service d'une histoire, on va dire, plus classique que d'habitude. C'est on va dire, la grandeur et la décadence d'un petit gangster dans le Miami des années 80. Et voilà, c'est porté par Al Pacino qui est over the top dans ce film-là, mais qui en fait des caisses dans tous les sens, mais qui est absolument génial. Scarface, Meryl, pour toi, c'est quoi? Déjà, de toute façon, c'est certainement, tu l'as dit, hein, mais le gangster le plus célèbre. Moi, je me faisais la réflexion, c'est quand même incroyable de te dire que le film n'a pas très bien marché à sa sortie. Quand tu vois ce qu'il est devenu dans la culture populaire, c'est souvent le cas avec De Palma, mais là, de toute façon, on parle quand même, en revoyant les Incorruptibles, on parle quand même du gangster le plus badass avec Al Capone. Certainement l'un ou le rôle le plus incroyable d'Al Pacino, qui en fait des caisses là-dedans, mais va-t-en jouer un gangster complètement cocaïné qui distingue plus le bien du mal. Lui, il fait ça à la perfection. La fin du film est incroyable, mais de toute façon, il y a un rythme dans ce film qui est super. La première chose qu'il faut saluer, c'est le casting. Parce que ils sont tous incroyables là-dedans. Michelle Pfeiffer, qui est débutante, qui est super là-dedans. Le parfait. Défonce, ouais. Le parfait Steven Bauer, qui aurait pu jouer Manolo autrement que lui. C'est vrai. Il était fait pour le rôle. C'est d'ailleurs son rôle, ce truc-là, hein, de toute façon. Ouais. Alors, je sais que toi, tu es toujours un petit peu réservé sur Marie-Elisabeth Mastrantonio, mais moi, je la trouve vraiment super là-dedans. Tu vois, elle est super. Mais c'est une bonne actrice. Ouais, c'est une bonne actrice. Ouais. Et puis, il faut en parler, parce que moi, c'est un acteur que j'ai redécouvert grâce au podcast aussi, c'est Robert Loggia. Il est génial, Robert Loggia, il est incroyable. Et il joue tout. Là, il joue un mafieux un petit peu cucu à qui il manque des couilles. Bon, de toute façon, on manquerait tous de couilles face à Tony Montana. De toute façon, on est bien d'accord, mais il est super dans le rôle. Il est vraiment excellent. Voilà. Il y a une scène notamment, il y a une scène où il va le faire, tu sais, il sait qu'il l'a balancé, ouais, bah oui. Et il va le voir dans son club, il est incroyable. Enfin, la scène est incroyable. Et même le flic qui s'en prend une, tu sais, il s'en prend une et qui lui dit je t'encule, et il en reprend une autre derrière. Non, la scène est incroyable. Il y a aussi le F. Murray Abraham.
tu vois. Ouais. Euh, Salieri. Ouais, qui est super aussi hein, là-dedans. Mm. Voilà. Robert Loggia encore, ça à part, parce que tu vois, lui, il va faire Big. Toi, je l'ai revu dans Big, je me dis, oh, c'est incroyable, c'est un acteur, il aura tout joué, lui, dans sa carrière. C'est vrai, Vraiment. c'est vrai. Et c'est le seul acteur, je pense, qui pouvait jouer sans aucun trucage ni effets spéciaux le Joker. Ouais, peut-être bien, ouais. Tu m'étonnes. Et puis, il faut aussi saluer le scénar d'Oliver Stone. C'est certainement son meilleur scénar de ces années-là, même si dans ces années-là, le mec est un peu au top. Hein. Midnight Express, Salvador, Conan le Barbare. C'est des classiques, c'est des grands C'est des classiques. Ouais. Midnight Express, Scarface en 3 ans, faut le faire. Ouais, Ouais. ouais. Et puis en plus, alors, j'ai essayé moi, de me taper la version de 32 ou 34, je sais plus. Elle est de quand? C'est la version de War Dogs, Ouais, voilà, c'est ça. des années 30. Ouais, alors j'ai pas réussi je l'ai pas fini, hein. Tu vois, j'ai pas réussi à la finir, mais bon, c'est incomparable. C'est clair que là, c'est la dose de badassitude justement qui est amenée, alors déjà dans le scénar de Stone, et puis aussi dans l'interprétation énorme de Pacino. Donc c'est clair que entre les deux films, même si je l'ai pas fini, c'est le jour et la nuit. Après, je suppose qu'il y a des tas de fans qui te diront que le premier film est bien meilleur, mais bon. Moi, je l'ai vu en école de cinéma, la version des années 30 de War Dogs, Ouais. avec Paul Muni hein, qui joue le rôle titre. Et ouais, moi j'ai du mal. 32, j'ai vérifié 32 la version de War Dogs. Ouais. La version française est une bonne chose. Et en plus, il y a des tas de trucs qui sonnent pas pareil. Le coup du Light Scream, par exemple, tu vois, c'est pas la même avec la version française. Un petit mot sur la musique quand même, Meryl. Giorgio Moroder. La musique très kitsch, mais super, parce que très années 80, hein, She's on Fire, Pushing to the Limit. Enfin, et puis, il y a toutes ces envolées, justement, dont tu parlais. Tu sais, tous ces synthés quand Pacino voit rouge, ou il commence à devenir... en fait, pour simuler un petit peu et à la fois les montées de côte qui se tapent, et puis à la fois son cerveau qui se retourne. Et enfin, voilà, c'est de ça que peut-être tu voulais parler, des synthétiseurs, de tout ça, non? Bien sûr. Ouais. On peut écouter au moins un extrait qui est, je crois que c'est dans la scène de la boîte de nuit. Scène d'ailleurs incroyable dans la boîte de nuit où Pacino devient complètement fou. On peut écouter un petit extrait de la BO de Giorgio Moroder. Et donc, ouais, Meryl, juste avant de te redonner la parole, moi, faut mettre aussi la maestria de De Palma, parce que De Palma, on en a parlé 1001 fois dans Pulsion, notamment, voilà, où on a tous dit que c'était un génie absolu. Enfin, voilà, Phantom of the Paradise. Et là, dans Scarface, il arrive, encore une fois, à faire des trucs incroyables de mise en scène, des espèces de mouvements de caméra fous, des effets de montage incroyables. Et cette scène de boîte de nuit, pour moi, c'est le chef-d'œuvre, on va dire, le court-métrage chef-d'œuvre dans ce film. C'est vraiment, ça dure 5-6 minutes de montage, de couleurs à l'écran, d'acteurs incroyables. Enfin bref, je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre dans le grand film. Et faut rappeler aussi que le film dure 2h50, Scarface, et franchement, on voit pas passer. Ah ouais, non, pas du tout. Alors, moi, je suis d'accord avec toi, la scène dans la boîte, elle est incroyable. Même si tu sens qu'il a quand même mis la pédale douce, tu vois, sur les effets. Il y a aussi cette scène, cette espèce de faux plan séquence. Enfin, je sais pas, on peut dire que c'est un plan séquence sonore parce que c'est coupé quand il sort du coup de l'appartement. Mais il y a la scène avec la tronçonneuse qui est incroyable. Eh oui, Tu sais, qui va de bien la sûr. voiture avec la musique qui revient. Elle est incroyable cette scène-là. Ah ouais. Non, mais c'est un grand film. De toute façon, tout est parfait dans ce film. Hein. Oui, tout est parfait. La scène de la fin avec Pacino et sa mort biblique, tout est. En fait, c'est pour ça que je suis étonné. Mais bon, il s'est fait défoncer par la critique avant d'être un échec en salle hein, aussi. Hein. Mais tu vois, Ouais. je suis étonné parce que tout est fait pour que le personnage s'inscrive à jamais dans ta mémoire, tu vois. C'est vrai, totalement. Bah, oui, Tony Montana, de toute façon, c'est devenu une référence dans la culture Ah, pop. On parle de Tony Montana dans des morceaux de rap, on en parle dans des autres films. Enfin bref, c'est devenu la référence. En plus du petit mec qui arrive aux États-Unis et qui a le rêve américain et qui va devenir un enculé de première, mais parce que lui, il pensait que c'était sa façon d'y arriver. Et il y a des visions et des images, notamment lui, tu sais, dans cette espèce de baignoire centrale, au milieu d'un salon immense, plein de moquettes et tout ça. Enfin bref, c'est des images de nouveaux riches où le mec sait plus quoi faire de son pognon, il en fout partout, il essaye d'être le mieux habillé, mais c'est kitsch, il met des colonnes en marbre partout dans sa baraque, mais c'est kitsch aussi. Enfin bref, c'est le mauvais goût en fait, Scarface. C'est ça qui est fou aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, scène qui aura influencé Biff dans Retour vers le futur numéro 2. Tu m'étonnes. J'adore ce Bah film, ouais. putain, c'est un putain de bon film. Non, mais ouais, Voilà. t'as raison de le dire, c'est un très très grand film. Et c'est, tu vois, pour avoir revu la filmo avant, c'est quand même un film à part dans la filmo de Palma. Ouais, c'est un film où il n'y a pas ces obsessions d'Hitchcock, par exemple. Il n'y a pas du tout de C'est ça. scénario
de mise en scène Hitchcockienne. Ouais, là c'est vraiment la vie et la mort d'un gangster dans les années 80 à Miami, et c'est vrai que c'est assez fou. Pareil, l'affiche est incroyable, hein. L'affiche on la connaît par cœur en noir et blanc, et comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, bon, Robert Loggia, on est d'accord, Michelle Pfeiffer est dingue. Moi je trouve elle a vraiment une présence un peu comme Tom Cruise dans Risky Business. Tu te dis ils vont forcément devenir des stars, ces gens-là, c'est pas possible autrement. Il y a trop de charisme, il y a trop de Al Pacino est déjà connu à l'époque, il a déjà fait Le Parrain notamment, et voilà, il a déjà fait Cruising, il a déjà fait des grands films, mais c'est vrai que là-dedans il arrache tout, quoi. Al Pacino, c'est une tornade, Le film est une tornade de toute façon. Tout a été dit sur Scarface, on va pas en faire des caisses, que voilà, maintenant c'est reconnu comme un classique, même si, comme souvent, la critique s'était viandée à l'époque en disant que c'était une merde. Bon voilà, je pense que les mêmes mecs d'aujourd'hui doivent l'avoir en Blu-ray chez eux, mais peu importe. Aujourd'hui, c'est voilà un classique reconnu, Scarface. On ne peut que le conseiller aux gens qui ne l'ont pas encore découvert, et pour ceux qui l'ont déjà vu, franchement, le revisionnage se fait très très bien, et même au contraire, je trouve le film gagne avec les années, puisqu'on s'aperçoit que ça n'a jamais été refait un tel film en fait. On va changer totalement de décor, on va passer de Miami aux montagnes de Grenoble, rien à voir. On va passer de Brian De Palma à Bertrand Blier pour Notre Histoire, un film avec Alain Delon et Nathalie Baye. Alors le film est tout simple. Moi, je pense que c'est mon Blier préféré. Comme ça, je le dis d'entrée. Voilà, on a souvent parlé de Blier dans ce podcast. Pour moi, c'est le préféré. Je l'ai revu il y a quelques jours et j'ai encore pris une claque pas possible. Notre Histoire, en gros, le film démarre sur un postulat tout simple. C'est une nana dans un train, donc Nathalie Baye, qui tombe sur un espèce de pauvre mec un peu alcoolo qui est Alain Delon, dans un contre-emploi absolument incroyable. Ils baisent ensemble dans le train, dans ce petit wagon, et en fait, lui va tomber amoureux alors qu'elle demandait juste à coucher un coup avec quelqu'un, et va la suivre jusqu'à chez elle. Et en fait, voilà, il y a tout le décalage de Bertrand Blier qui va se mettre en place, où lui va dire, moi je veux pas te toucher ou te faire du mal, je veux juste me foutre dans ce canapé, boire ma bière et te regarder vivre, je te demanderai rien d'autre. Et elle se dit, putain, mais lui il est casse-couille, quoi, j'ai rien demandé, le mec s'incruste chez moi, et ça va donner lieu à plein de situations complètement décalées, complètement voilà. On se situe parfois entre l'humour et le côté vraiment sordide. Pour moi, Notre Histoire, c'est un petit chef-d'œuvre. Je ne m'en lâche jamais, et je trouve que Delon, c'est peut-être le rôle de sa vie. Qu'est-ce que tu en as pensé, Meryl? Moi, pour ma part, tu vois, c'était ma seconde vision, hein, je l'avais déjà vu, on en avait déjà parlé, hein, de toute façon. Et je te dis, c'est toi d'ailleurs peut-être bien qui me l'avais conseillé de le voir. Ouais, je le conseille à tout le monde, monsieur. Ouais, je me doute, oui, t'as l'air de bien l'apprécier. Mais, donc moi, tu vois, seconde vision, et déjà la première fois, je t'avais dit, pas ce que je vais te dire là, hein, parce que là, du coup, j'ai revu tous les billets et j'apprécie un petit peu plus. Hein. Mais à l'époque, déjà, j'étais un petit peu passé à côté. Et alors, du coup, là, je lui ai redonné sa chance en faisant vraiment très attention, parce que je me disais que, voilà, comme tous les autres, il y a quelque chose là-dedans que j'arrivais pas à capter, et que j'allais avoir le déclic. Et effectivement, c'est la musique de Blier, mais c'est ça le problème. Je pense qu'il y a des acteurs qui sont naturellement doués pour la musique de Blier. Les Depardieu, les Devers, les Miu Miu, Huppert même. Et tous les autres acteurs, ça passe pas. Et c'est pour ça que tu vois, Notre Histoire, c'est un peu cet effet-là. C'est que je m'ennuie. J'ai l'impression que le texte, il est récité. Tu vois, sans interprétation. Alors j'exagère, hein, bien sûr, mais ça me fait un peu cet effet-là. Le texte est récité sans interprétation, et comme c'est Blier, de toute façon, peu importe comment on va le jouer, ça va sonner. Et, tu vois, alors je suis navré de dire ça, parce que je sens bien que toi, t'aimes bien le film, et très certainement que c'est un super film, et qu'il est sûr qu'il a plein de femmes. Mais du coup, moi, je suis à côté du film. Je ne rentre pas dans Blier, et je n'apprécie pas le Blier comme je l'apprécie dans Les Valseuses, avec tous les films avec Depardieu et le duo Depardieu et Devers. Je comprends, moi ça fait un peu partie des films, tu sais, où des fois on dit, moi je parle souvent de films malades, tu sais, quand il y a des réalisateurs qui sont très connus pour un genre. Bon, en l'occurrence, Bertrand Blier, lui, il a créé son genre. C'est le film Bertrand Blier, on repère tout de suite. Et moi, je trouve que Notre Histoire, il est un peu à côté. Il fait un pas de côté, et du coup, il mêle un mec qui ne devrait jamais être dans son cinéma, c'est-à-dire Alain Delon, qui est à l'époque un peu sur la fin, un peu comme Bébel aussi, un peu sur la fin de sa grande carrière. Et en fait, moi, je trouve que c'est parfait. Il s'appelle Robert, déjà. Alain Delon qui s'appelle Robert, moi, ça me plaît. Nathalie Baye, qui est complètement, qui est géniale, moi, je trouve aussi dans ce film-là, parce que elle joue un personnage, voilà, qui n'a pas d'émotion presque. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est coucher avec tout le monde. Et d'ailleurs, à un moment, je crois qu'elle dit qui a couché avec elle dans le quartier. Tout le monde lève la main, tous les voisins lèvent la main. Enfin bref, voilà, c'est la nana qui a tourné un peu dans le quartier, mais elle le fait sciemment. Elle a pas été abusée, elle est pas forcée. Elle a juste envie de coucher avec les mecs et qui se barre, parce qu'on comprend dans le film qu'elle a eu des enfants, qu'elle a eu une vie de famille, qu'en gros sa vie de famille est terminée, et que voilà, c'est quelqu'un qui est très triste et on va dire qu'il se console avec le sexe. Et Delon, qui est quand même le beau gosse ultime, l'espèce de mec le plus beau de la terre, là, qui joue un alcoolo déprimé, qui a un regard de chien battu tout le long, et qui comprend, enfin, on comprend même pas pourquoi elle veut pas de lui, parce qu'il reste encore malgré tout assez beau. Mais c'est vrai qu'il est tellement déprimant, il est tellement glauque comme type que il est insupportable, quoi. Et moi, je trouve qu'il y a des scènes. Alors après, ça part un peu dans la folie. Au début, c'est vraiment qu'entre tous les deux, et après tout le voisinage s'en mêle, donc ils se retrouvent à
à 20 voisins. Il y a du Bernard Farcy, il y a du Galabru. On repère plein d'acteurs qui débutent à l'époque. Jean Reno, Jean-Pierre Daroussin. Enfin bref, il y a un vivier d'acteurs. Vincent Lindon aussi, qui a un tout petit rôle. Gérard Darmon. Voilà, tous ces acteurs-là. Moi, c'est un film, voilà, je trouve que c'est une espèce de tourbillon poétique. Je trouve ça à la fois drôle, je trouve ça à la fois triste, je trouve ça à la fois glauque, je trouve ça à la fois très gai. Il y a une très belle musique aussi, je trouve. Et voilà, moi, notre histoire, c'est mon Blier préféré. Et je trouve que, en fait, quand tu vois, au revisionnage des Valseuses ou de Préparez vos mouchoirs, je trouve que Blier, il est trop inscrit dans ses codes, et notre histoire l'amène un peu ailleurs. Et je trouve que c'est son plus grand film. Voilà. Moi, ça fonctionne tellement pas que je crois que je préfère même La femme de mon pote, qui est pas non plus un très grand Blier. Je sais pas ce que t'en penses. C'est un gros ratage, moi, je trouve, pour le coup. Moi, j'adore Nathalie Baye, hein, tu vois, mais je trouve que les acteurs ne vont pas avec l'histoire. Et tu vois, je passe à côté du film. Et c'est dommage parce que voilà, t'as raison, hein, il y a toutes les qualités d'un film de Blier. Mais peut-être que c'est notre histoire, Mérine, mais pas votre histoire. En tout cas, c'est comme ça que je peux le finir. Et puis il faut aussi préciser, Delon fait partie de ces acteurs avec Bébel, qui ont été toujours un peu mis de côté par les Césars. Et le seul César de la carrière de Delon, c'est notre histoire. Voilà, c'est la seule fois où il a été reconnu. Il n'est pas venu le chercher, comme Bébel fera quelques années plus tard pour Itinéraire d'un enfant gâté. Donc voilà, à vous de vous faire votre idée. Mais bon, toi tu es pas convaincu. Pour moi, notre histoire, c'est le plus grand Blier. Si vous aimez Blier, je pense qu'il faut vous y plonger. Si vous n'aimez pas Blier, je pense aussi que c'est une porte d'entrée, parce qu'il est assez différent de ses autres films. Donc voilà, ça ne peut qu'être vu, on va dire ça comme ça. On va passer au top 3 de cette année 84. Et en troisième position, alors là on est dans les années 80, dans tout ce qu'elles ont de plus à la fois kitsch et génial. C'est le début d'une saga, c'est Karate Kid, un film de John G. Avildsen, le réalisateur du premier Rocky que Meryl avait détruit dans ce podcast. Donc avec bien sûr Karate Kid, il y en a eu 3. Il y a même eu un 4e épisode, Miss Karate Kid, qui était une catastrophe avec Hilary Swank. Et donc Karate Kid, le 1, pour moi, c'est l'un de mes films d'enfance. Ça fait partie, des films que j'ai le plus vus quand j'étais gamin en VHS. Je m'en lassais pas. Je regardais avec des potes le 1, le 2, le 3, sans arrêt. Le 3 moins quand même, mais le 1 et le 2 en tout cas beaucoup. Et donc là, c'est la genèse de Karate Kid. C'est Ralph Macchio qui joue donc Daniel, un petit mec qui arrive dans sa nouvelle ville, qui vient d'emménager avec sa mère. Et puis on lui apprend, en tout cas, il se fait tancer par, on va dire, les bandes de foufous locaux. Bon, ça reste très gentil. Et du coup, il va apprendre le karaté avec son vieux voisin Pat Morita, donc il joue Maître Miyagi, qui va lui apprendre le karaté, notamment en repeignant une barrière ou en lavant une bagnole. Et ça va l'emmener sur des tournois de karaté avec la fameuse prise du cigogne. Enfin, je pense que on est très nombreux à les avoir vus, ces films-là. Et Karate Kid, moi, ça marche toujours autant. Je l'ai revu et je me suis repris le shoot de nostalgie instantanément dans la tronche, musicalement, visuellement. C'est tout ce que j'aime dans ces films-là. Il faut le regarder, je pense, très premier degré, pas du tout aller vers le cynisme ou l'ironie parce que ça te gâche tout. Mais voilà, moi j'ai toujours autant de plaisir. J'adore Ralph Macchio qui joue le héros, alors qu'il est assez fade, mais je trouve qu'il est parfait dans le rôle. Et Pat Morita, Maître Miyagi, qui nous a quittés aussi il y a quelques années, je le trouve parfait aussi. Il y a une espèce de, il y a un truc positif dans ces films-là que j'adore. Et je trouve que c'est les anti-Marvel, quoi. C'est l'anti-cynisme. C'est des films qui étaient frais. Qu'est-ce que tu en as pensé de Karate Kid, Meryl? Tu exagères déjà quand même. Hein. Moi, je trouve que tu exagères. Tu es dithyrambique sur un film de karaté pas terrible avec un maître Miyagi, je dis pas de bêtises, oui. Maître Miyagi. Miyagi, pardon, avec un maître Miyagi qui aurait dû se faire exploser la gueule dès les 10 premières minutes tellement il n'est pas crédible quand il fait du karaté. Moi, le seul truc que je retiens du film, alors moi j'étais déjà pas trop fan à l'époque. Hein. De toute façon, c'était pas mon truc, ni la BO, ni le coup de la cigogne, ni même l'affiche avec l'horizon dessus. C'était vraiment pas mon truc, quoi. Donc là, le seul truc que je retiens, c'est, je sais pas si c'est son premier vrai rôle, là, Elisabeth Chou, peut-être. C'est l'un des premiers, l'un des tout premiers, ouais. C'est le seul truc que je retiens, même bon, si elle est pas géniale non plus là-dedans, mais je n'ai pas ce truc nostalgique, donc du coup, je me suis un peu emmerdé. En plus, moi, je ne supporte pas Daniel San, hein, j'ai vraiment du mal, je trouve mauvais, vraiment très mauvais. Tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, qu'il était un peu fade et que du coup, tu trouvais que ça fonctionnait bien, alors moi, ça me fait tout l'inverse. Pour moi, ce truc-là, tu vois, c'est l'exemple parfait du film, ce que tu disais qu'il faut avoir gardé dans un coin de sa tête pour l'apprécier quand tu le revois. C'est pas du tout un truc qui m'a plu à l'époque, donc je trouve ça mou. Enfin, il y a certainement des gens qui se sont mis à faire du karaté quand c'est sorti, hein, ça j'en suis sûr. Ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Certain. Mais voilà, c'est pas fait pour être super crédible. Et puis c'est le carton, ce truc, partout dans le monde.
Ah, mais oui, C'est bien sûr. incroyable. Et le deuxième, pareil. Le troisième, c'est un petit peu moins, je crois. Ça commence à. Ouais. Bah, budget 8 millions de dollars, les recettes mondiales 91. Certainement inattendu en plus, je trouve. Totalement inattendu. Ouais, ouais. Et puis, bon, voilà, la chanson de Survivor. Je vais certainement te faire mal, mais moi, à l'époque, si je devais reprendre un film de l'époque, un petit peu dans la même veine, mais je préférerais plutôt me taper un truc vraiment pas terrible, je me taperais Une créature de rêve. Ouais, Il faut John revenir, Hughes, ouais. mais voilà, Ouais. on est dans ce domaine-là, peut-être, tu vois, des films qui sont. Parce que reconnais que. Alors, on est ailleurs, hein, parce que le truc a cartonné, hein, mais reconnais que c'est quand même pas le film de l'année, quoi. Mais écoute, moi j'adore et en fait je pense que je faisais partie aussi d'une bande de potes où on adorait ce film-là, Ouais. des potes que je vois encore aujourd'hui et franchement on a toujours autant de kiff à le voir et tu vois là j'ai été voir pendant que tu parlais parce que je me suis dit est-ce qu'il se fait défoncer ce film-là? Non, c'est un film adoré. Ah oui, oui. Tu vois sur les sites, il est noté à 7 sur 10 sur IMDb, il est noté à 3,5 sur d'autres sites, enfin sur 5. Bref, c'est un film qui est adoré. Donc oui, je pense que c'est toute une génération de gens qui ont adoré ce film-là et c'est très premier degré. Mais je pense que tu as un défaut, toi, c'est que tu n'aimes pas John G. Avildsen, t'as détesté Rocky, tu détestes Karate Kid. Je pense que t'aimes pas ce mec-là, quoi. C'est peut-être. Ouais, c'est possible, mais je te dis que les acteurs, ça le fait pas, ça fonctionne pas non plus, moi, de toute façon. Donc, Ouais. y a pas grand-chose que j'aime là-dedans, et même la chanson de Survivor, hein, dont moi je me rappelle, tu vois. Alors, You're the best. je me rappelle pas avoir vécu la sortie du film, mais par contre, gros carton en VHS après, hein, ce truc-là. Tu veux pas qu'on l'écoute la chanson quand même? Non, 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 non. Allez, s'il te plaît, Bon. mets-la moi, Meryl. Je te le demanderai pas 12 fois. Ok, alors je ne vais pas te faire l'affront de te dire, je vais la mettre, je vais te la mettre. Je me doutais qu'il y aurait un petit relent homophobe dans cette blague. Ouais, je t'imagine tout de suite dans ton petit kimono. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. You're the Il faut aussi, moi je voulais dire un mot aussi du méchant du film, Martin Kove, qui est une espèce de gueule qu'on a vu dans 1001 films derrière et que moi j'aime beaucoup aussi dans ce rôle de méchant. Mais voilà, pour moi c'est un classique. Je sais que ça peut paraître ridicule. Je sais que c'est pas un grand film au niveau visuel, scénaristique, tout ça, peu importe. Moi c'est une de mes madeleines, Karate Kid, dont je ne me lasserai jamais. Je me rappelle encore de l'avoir vu dans la MJC de Charleville-Mézières. Ça devait être en 90 et voilà, ça ne m'a pas lâché depuis. Tu vois, plus de 30 ans après, je l'ai encore en tête. J'ai les deux premiers en DVD. Enfin bref, je suis un fan de Karate Kid. On va finir sur la chanson du coup. On va peut-être l'écouter maintenant. Alors moi je te dis, je vais te la mettre, et toi tu me dis on va se finir. Donc Et donc Meryl, on approche de la fin de ce top. On est à la place numéro 2. Alors là, on était en Karate Kid en 3. Total changement de registre. Là, on va vers un film beaucoup plus intello approved parce que c'est le film qui a eu la Palme d'Or cette année-là. Un film de Wim Wenders, c'est Paris, Texas, avec Nastasia Kinski, notamment avec Dean Stockwell, avec Harry Dean Stanton. Et justement, Meryl, on enregistre ce podcast le 9 novembre 2021 et Dean Stockwell vient de nous quitter. Et ouais, on l'avait adoré dans plein de films. C'est un mec qui a traversé les époques, qui a commencé à tourner dans les années 60, qui a été très très populaire avec Code Quantum pour son rôle de Hal. Et moi, tu vois, la première image que j'ai eue quand j'ai pensé à Dean Stockwell, quand j'ai vu l'annonce de sa mort ce matin, ça a été Paris, Texas. ouais, alors moi ça a été le flic de Beverly Hills 2, mais c'est parce que j'aime énormément ce film, mais aussi aussi dans Dune, hein, voilà, c'est typique. Le mec a fait, il a une très très belle filmographie et sériographie, hein, ce gars-là, de toute façon. Très belle, ouais. Alors Paris, Texas, moi je vais pas te mentir, c'est un film que j'ai vu, je pense beaucoup trop jeune par rapport à ce que ça traite. J'ai dû le voir vers 10-12 ans. J'avais loué je me rappelle la cassette à la bibliothèque de la ville et je m'étais dit moi j'aimais bien en fait depuis que je suis tout petit, j'aime bien les films d'errance. J'aime bien les personnages qui errent, qui ne trouvent pas leur chemin, leur voie, tout ça, ça m'a toujours plu. Et là c'est le film typique, le film d'errance, parce que ça démarre par un type qui est dans le désert, qui est complètement hagard, qui cherche son chemin, et on comprend que c'est un type qui est passé à côté de sa vie, qui a quitté un peu femme et enfant pour aller faire n'importe quoi, et qui revient un peu comme un pauvre type, et du coup il reprend son garçon, et ils vont essayer de retrouver la maman. Voilà, c'est un film, c'est un road movie, totalement dans la mouvance de l'époque. Wim Wenders, grand spécialiste des road movies, Palme d'Or de l'époque, donc je l'ai dit. Et donc voilà, moi Paris Texas, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Voilà, il y a pas d'autre mot. C'est un film. Des fois, je peux m'en passer des extraits de la BO juste comme ça pour le plaisir. Je peux me passer une scène ou deux pour m'endormir. Enfin, je sais pas. Il y a un espèce de truc de rêverie dans ce film-là. Je comprends qu'on puisse être totalement hermétique au style Wim Wenders, parce que c'est quand même très contemplatif, très lent, et donc beaucoup peuvent dire très chiant. Mais moi, Paris Texas, pour moi, c'est un grand classique du cinéma. C'est un film que j'adore. Comme quoi, on peut aimer Karate Kid et Paris Texas. Il y a pas de contradiction là-dedans. Qu'est-ce que tu as pensé? Parce que je n'ai jamais su ton avis sur Paris Texas. Meryl, à toi de me dire. Je n'avais jamais vu Paris, Texas.
Je me doutais quand je te l'ai conseillé, quand je te l'ai mis dans la liste. Ouais. Alors, je connaissais très bien, par contre, la musique de Ray Cooder que j'écoutais sans avoir vu le film. Ouais. Donc, c'était ma première visu et je pense que il me faudra une seconde visu. C'est un film important, ce truc-là. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. En fait, c'est un film, c'est soit tu te laisses complètement indifférent, soit tu plonges dedans, mais tu sais pas trop dire pourquoi. Ce qui, moi, d'habitude, m'aurait fait un peu chier, mais qui est transcendé par la super réalisation. Voilà, les gros plans qu'il y a dans le désert, les travelling sur les routes, la lenteur du film, parce que c'est un film très très lent. Hein, c'est Extrêmement lent, ouais. Oui, extrêmement lent. Ouais. Le tout baigné dans je crois que c'est parce que le tout est baigné dans la musique de Ray Cooder que finalement le rythme lent imposé te dérange pas. D'ailleurs, je vais faire juste une petite aparté tout de suite, un petit clin d'œil au Jude pour lui dire que je pense qu'il y a un morceau dans la BO des Cowboy Bebop qui a été quand même pas mal influencé par le morceau donc à la slide guitar, le thème de Ray Cooder. Qu'on peut écouter, du coup. Tu en Ouais. parles beaucoup, on va l'écouter. Allez. C'est un film sur les rapports humains et puis c'est sur un film sur la quête d'identité. Il y a cette formidable histoire de recherche de la mer, parce que finalement c'est ça. Hein, de toute façon, ça commence quand même, moi je trouve, avec le personnage d'Harry Dean Stanton qui est complètement lunaire. Tu sais pas trop d'où il sort. C'est lui qui impose le rythme au film, hein, de toute façon, parce que un mec qui dort jamais, toujours dans la lune. Bref. Immense acteur, hein, Harry Dean Stanton. Immense acteur, mais tu sais que finalement, alors certainement que c'est parce que je me rappelle pas, mais que à part Alien, je vois pas trop où je le vois cet acteur-là. Moi, si, il y a La Ligne Verte peut-être aussi. Tu l'as vu dans 200 milliards de films. Ouais. Il est décédé en 2017. Ouais. Et tu vois, je regarde vite fait, il a fait 205 films. Ouais. Donc je pense que tu l'as vu dans pas mal de choses. Ouais. Non, mais ça, j'en suis sûr, hein, de toute façon. J'ai démarré le film en me disant, putain, c'est super, je vais l'arrêter, ou je vais le mettre en x2 dans 10 minutes, tellement ça va me faire chier. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. Ce qui se passe à l'image, les couleurs, la façon qu'il a tu sais, d'aller vers les personnages, la façon qu'il a de filmer, tu sais, toute la scène où ils sont dans la maison, c'est magnifique à voir. Tu vois, c'est un peu inexplicable, mais c'est magnifique à voir. Et du coup, C'est un poème. Hein. ouais, c'est ça, ouais, c'est un poème, ouais. Et du coup, bah, tu restes quand même accroché à une histoire qui est un petit simple, on peut dire ça comme ça, hein. Même voilà, bon, il retrouve son gamin, le gamin est très très bon, cela dit en passant en plus, ouais. Et puis après, il y a l'explosion Rose Bonbon Nastasia Kinski. C'est vraiment... Ah ben, la scène du pipe show. Ah ouais. Exactement. Alors, je sais pas si c'est de cette scène-là que tu parles, mais moi, j'ai noté un truc. Alors, c'est rien, hein, mais tu sais, à la fin, quand ils se rencontrent tous les deux, alors ils sont dans le pipe show, hein, mais donc ils ont une vitre entre deux. Alors lui, elle est dans la clarté, lui, il est plutôt dans le sombre. Ouais. Et ils commencent à avoir une discussion, et elle fait comme si elle le connaissait pas. Et puis, alors, tu sais, t'as le visage de Travis qui se reflète sur celui de Jen dans la vitre. Et puis, elle éteint la lumière, la zik, elle s'arrête, la caméra, elle passe de l'autre côté. Là, tu comprends qu'elle le reconnaît, et là, elle commence à lui parler comme son ex-femme. Enfin, comme son ex-copine. J'ai trouvé ça. Enfin, je sais pas si toi tu l'as remarqué dans le film, mais Totalement, ouais. ça te fait un effet incroyable. Je crois qu'en fait, ce film-là, c'est un enchaînement d'effets qui sont uniquement créés par la mise en scène. Donc voilà, pour finir, c'est un film magnifique, mais il faut que je le voie une seconde fois parce que j'étais plus intéressé à regarder ce qu'il y avait dans l'arrière-plan que vraiment à m'intéresser à l'histoire et aux personnages. Donc il faut que je le revoie. Moi, je trouve ça déjà vachement bien parce que tu vois, j'avais peur. Je sais que toi, t'es pas très client des films très lents, des films qui parlent justement, comme je le disais, de l'errance. Et je suis très content que tu dises ça parce qu'en fait, c'est exactement ce que ça fait. Je pense à plein de gens. Ce film-là, c'est qu'on se dit au début, ça va être un enfer, ce truc qui dure 2h25, ou ça va être très lent, ou ça va être des mecs qui marchent, qui sont en caisse, qui se parlent peu. Enfin bref, et en fait, il y a la magie opère, quoi. T'as beau faire Wim Wenders, il arrive à te créer un truc qui est assez dingue. Et c'est en fait, c'est un poème, c'est un rêve, c'est un truc qui fonctionne sur des sensations de couleurs, on a l'impression qu'on peut le toucher, qu'on sent des odeurs. Enfin, il y a un truc incroyable. Il a réussi à faire un truc incroyable. C'est un vrai chef-d'œuvre, hein. Paris Texas, moi je trouve, c'est vraiment, le mot n'est pas galvaudé pour une fois. Faut rappeler aussi que bon, c'est coécrit par Sam Shepard, hein, l'acteur de L'étoffe des héros, qui a écrit beaucoup sur un peu l'Americana,
Nana. Et en fait, il y a un truc de fou qui s'est créé autour du personnage de Nastasia Kinski, c'est que c'est devenu une icône, ce personnage. Ce petit pull rose, ses cheveux blonds. Et moi, tu vois, j'ai un souvenir de ça, alors c'est une histoire, je vais pas dire le nom, mais c'était le fils d'une amie de ma mère qui était tombé fou amoureux du personnage de Nastasia Kinski et qui avait dit, du coup, je ne rencontrerai plus aucune femme parce que c'est mon absolu et en fait, il y a personne pour la dépasser. Et le mec était devenu taré à cause de Paris, Texas, et était resté dans une espèce de mutisme amoureux, romantique, quoi qu'il arrive, il voulait elle ou rien. Et donc, tu vois, ça a dû créer des trucs comme ça assez fous, quoi. C'est une vraie palme d'or. Moi, il y a tellement de palmes d'or qui me font chier. C'est vraiment un film à part. Et je connais pas trop la filmo de Wenders. De toute façon, moi, j'ai vu, comme tout le monde, j'ai vu Buena Vista que j'ai adoré. J'ai vu le truc avec Gibson aussi, hein, mais il y a très longtemps, $1 Million Hotel. $1 Million Hotel. Ouais, ça, c'est pas bon, hein. Ouais, je m'en rappelle plus trop de toute façon. Là, pour moi, je suis d'accord, il a réalisé un chef-d'œuvre. Ah ouais, totalement. Mais c'est son chef-d'œuvre. Après, moi, je suis pas du tout fan parce que, du coup, à l'époque, moi, c'est le premier film de Wenders que j'ai vu, donc j'étais tout jeune et je m'étais dit, je vais me faire la filmo. Et tu sais, c'était vraiment typiquement le réalisateur qui avait tous ses films à la bibliothèque, donc je les ai tous loués les uns après les autres. Et c'est vrai que, en fait, ce qui réussit dans Paris, Texas, il le rate souvent. C'est-à-dire que ces films sont souvent très très lents, mais très très chiants. Par exemple, il y a Les Ailes du désir, qui est un très très beau film. Enfin, il y a des plans incroyables, ça. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde. C'est vraiment très très dur à suivre jusqu'au bout. Il y a Si loin si proche, qui est très chiant aussi. Enfin, il y a L'Ami américain, qui est très chiant aussi. Donc voilà, Paris, Texas, pour moi, c'est sa pépite, c'est son grand film, c'est son chef-d'œuvre. Et il a jamais fait mieux après, il a jamais fait mieux avant. Voilà, c'est un chef-d'œuvre. Je sais pas comment communiquer l'envie aux gens de le regarder, mais en tout cas, Paris, Texas aussi. Ce qu'il faut dire, c'est ne pas le regarder dans un contexte où vous êtes plein, où vous êtes plusieurs dans une pièce avec du bruit, machin. Non, il faut vraiment se mettre dans une ambiance. C'est un film à regarder seul, dans l'obscurité, en se laissant enivrer par les volutes sonores de Ray Cooder et par les volutes visuelles de Wim Wenders. Voilà, c'est incroyable. C'est un film intimiste. Voilà, c'est pas fun du tout, hein, de toute façon. Hein, non. Puis Harry Dean Stanton, même s'il est un peu perché, l'histoire, malgré tout, ça reste une histoire un peu triste que je trouve magnifique. C'est qu'en fait, finalement, c'est lui qui déboule un peu nulle part, qui va rendre une mère à son gamin, qui va sortir une nana de des galères d'un pipe show et lui rendre son enfant, plus la sortir de l'histoire un peu quand même, faut reconnaître, hein, et de son couple un peu improbable, en les laissant tous les deux sur la fin. Je crois si j'ai compris, je crois que c'est un peu ça la finalité. Ouais. C'est une histoire magnifique. Bon, en tout cas, j'aurais eu quelques satisfactions avec ce podcast, enfin beaucoup de satisfactions, mais celle que t'as aimée Paris, Texas, tu vois, elle en fait partie. Je suis bien content que t'aies aimé, ça me fait plaisir. On va finir, Meryl, du coup, alors on est à 2e place avec un chef-d'œuvre. Tu me connais, moi j'adore les petits pas de côté. Donc premier de ce top 1984, ça ne pouvait être que lui, ça ne pouvait être que Bébel. Bébel qui revient dans Joyeuse Pâques, Georges Lautner à la réalisation, Marie Laforêt, Sophie Marceau à côté de lui. Alors moi c'est simple. Joyeuse Pâques, je sais que c'est un film qui se fait défoncer, que les gens détestent, c'est toujours le plus gros navet de Belmondo, tout ça. Moi, c'est dans mes préférés, il est dans mes 3 préférés, voire peut-être 2e avec Le Magnifique. C'est le film, je pense, que j'ai le plus vu de ma vie, parce que je vais raconter un peu ma vie. Il m'est arrivé, ça m'arrive encore des fois, de finir des soirées très très tard. Et en fait, quand je rentre chez moi, je n'arrive pas à dormir tout de suite, donc je me mets un film, c'est Joyeuse Pâques. Donc je pense que j'ai vu, on va dire, la première demi-heure, j'ai dû la voir 150 fois. Facilement, je la connais par cœur, au dialogue près, au mot près, voilà. C'est un film, c'est au-delà d'une madeleine, c'est une espèce de truc, c'est un doudou, quoi. Tu vois, je m'endors avec, je le serre très fort. Et voilà, j'adore ce film. Je vais résumer très rapidement l'histoire avant que tu le défonces, parce que je sens que ça va se terminer comme ça. C'est Bébel qui donc joue Stéphane Margel, un architecte, voilà, qui est très, qui vit à Nice, qui est très riche, qui a du pouvoir, qui a une superbe femme, c'est Marie Laforêt. C'est un énorme dragueur, il saute tout ce qui bouge. Les premières 10 minutes du film, si on le voit aller avec plein de nanas, c'est un lapin, quoi. Voilà, il va voir toutes les nanas possibles et imaginables. Et un jour, il drague une nana à l'aéroport, c'est Sophie Marceau. Il la ramène chez lui alors qu'il ne ramène jamais aucune femme chez lui parce il sait que ça craint. Et en fait, sa femme déboule à ce moment-là. Et là débute le boulevard. Devant sa femme, il peut pas dire que c'est sa maîtresse. Donc il dit, c'est ma fille. Et ensuite, il va la faire passer pour sa fille durant plusieurs jours. Marie Laforêt tombe dans le panneau et du coup voilà, on va suivre Belmondo avec sa maîtresse, supposée sa fille, et sa femme. C'est un vrai boulevard, c'est une pièce à la base écrite par Jean Poiret et donc réalisée, adaptée pour le cinéma par Georges Lautner. Bébel en fait, mais alors là c'est même plus des caisses, il est complètement électrique dans le film, il y a toute sa panoplie qui y pêche. Je pense que c'est son feu d'artifice à lui. Autant il regrettait les Morphalous, autant je sais, en ayant lu pas mal de trucs sur lui, qu'il a adoré faire Joyeuse Pâques parce qu'il s'est éclaté. En gros, il a fait du théâtre au cinéma, en plus il fait des cascades à l'intérieur. Meryl, je te laisse dire la sentence, je sens que tu vas me faire mal au cœur. Pas du tout. Alors, déjà, tu sais, c'est dommage parce que, moi, je voyais Pâques, il y a justement le côté nostalgique qui fonctionne. C'est un truc que j'ai vu plein de fois quand j'étais gamin. Énormément de plaisir à revoir le truc. Si tu mets de côté les cascades,
si tu mets Ouais. de côté la zik ringarde, parce qu'elle est quand même ringarde, moi je trouve la zik. Ah non, je l'adore, moi. J'adore la J'en zik. étais sûr, j'en étais sûr. Philippe Justement, Sard. Non, mais Philippe tout à fait, Sard. tout à fait, que j'adore, qui est un génie et qui a composé ô combien de soundtracks de films. Mais là, non, la musique est très ringarde. Enfin bref, peu importe. Pour moi, si tu veux, j'ai commencé le truc en me disant bon ben voilà, c'est parti, on prend la même recette, et on recommence la même ambition, et c'est vrai, ça va être le même bébel que d'habitude. Et alors, c'est pas le même bébel que d'habitude parce que il en fait encore plus. Ah oui. Mais par contre, comme l'histoire est un peu bateau, que c'est juste une histoire d'adultère un peu rigolote comme ça, c'est excellent. Je le trouve excellent dans le rôle. Il en fait des. En fait, tu sais, là, il passe une étape. Moi, je trouve, il est dans son bébel de Funès. Parce que tu sais, Il est en méta-bébel, quasiment. ouais, c'est carrément. Ouais, là, tu as l'impression qu'il prend des coups d'électricité des fois. Tu vois, c'est Ouais. c'est incroyable. Mais non, il est très très bon. Et je reviens sur ce que je disais sur Marie Laforêt parce que là, du coup, moi, je la trouve plutôt à l'aise dans son rôle de femme. Génial, Ouais, génialissime. qui préfère s'en amuser. Mais bon, la plus-value de ce film-là, c'est Sophie Marceau. Incroyable. Je sais pas, elle a quel âge? Elle a 21 ou 22 ou un truc comme ça, un peu plus. Oh, je dirais 20. Je dirais 20, ouais. Elle est géniale là-dedans. Hein. Ouais. C'est pour ça que je te disais que moi je mettais de côté toutes les scènes de cascade tu sens bien que c'est des rajouts pour mettre le tampon bébel sur l'affiche. Hein. Mais voilà, c'est une pièce de théâtre. C'est un huis clos, ça se passe tout le temps pratiquement dans l'appartement, dans la maison, enfin ou dans l'appartement de Belmondo. Dans la maison à Saint-Paul-de-Vence, ouais. Voilà, dans la maison. Et il y a 3 acteurs. Belmondo, Laforêt et Sophie Marceau. Alors, Sophie Marceau qui a 18 ans dans le film, tu vois, je viens de vérifier. On va en reparler hein, de toute façon, mais tu sais que Sophie Marceau, c'est Sophie Marceau quand même. Mais elle a un charisme pas possible aussi, ça déborde dès le début, hein, de toute Non, façon. mais puis elle joue avec, tu vois, alors 19 ballets, elle joue avec Belmondo, quoi, tu vois, je sais pas. Elle est, elle envoie. Elle est à l'aise, elle envoie. Mais tu sais, elle envoie aussi quand elle joue avec Depardieu. Franchement, c'est Ah une oui. actrice pareille. C'est comme Miu Miu, je l'ai redécouvert en fait. C'est con parce que tu vois, c'est des actrices que moi j'ai mis un petit peu de côté à cause de la boom de l'étudiante, de tous ces trucs-là qu'on fait des cartons et ou qui sont chiants hein, comparés à des. Même à Joyeuse Pâques, moi je trouve que franchement, un bon bébel. Tu vois, je termine parce qu'il n'y a pas à en faire des caisses non plus, mais ça finit donc un petit peu dans le théâtre. Moi, la fin des années 80 bébel, eh bien, je les salue parce que Le Professionnel, Joyeuse Pâques, ça finit en beauté. Tu vois, c'est 2 films que moi j'apprécie beaucoup et il y a le bon bébel là-dedans. Après, voilà. Alors, c'est pas la fin des années 80, Professionnel 81, celui-là 84. Ouais, mais non, mais toi, ce que tu as dit après, moi je trouve les Morphalous, c'est carrément. Ce que je voulais En dire, c'est dessous. que attends, je vais reformuler. Pour moi, tu vois, la fin des années 80 de Bébel, je préfère le terminer avec Le Professionnel et Joyeuse Pâques. C'est toujours pas juste, mais pourquoi pas? Bah si, non, mais ce que je veux Pourquoi dire, c'est pas tu vois, ce qu'il a fait après, c'est carrément en deçà de ces 2 films-là, quoi. Il a fait l'itinéraire juste après, tu sais. Ouais, mais c'est dans les années 90, ça, non? Ah non, c'est Non, 89. 87. Ah, 87. Alors, juste avant que moi je reprenne la parole, moi je veux juste, alors tu la juges ringarde, moi tu sais que c'est une des musiques que j'ai le plus écoutées de ma vie. Donc, Philippe Sard, le thème principal de Joyeuse Pâques. Voilà, faut préciser aussi que dans la BO de Joyeuse Pâques, donc Philippe Sard est à la manœuvre et c'est Chet Baker hein, qui joue de la trompette. Il sait toujours s'entourer des meilleurs, celui-là. Donc voilà, moi c'est un film. Voilà, pour moi c'est un tourbillon. En fait, c'est l'un des films les mieux rythmés. Je trouve parmi les comédies françaises, parmi les comédies tout court, je trouve qu'il y a un rythme non-stop. Il n'y a pas une longueur, il n'y a pas une seconde de longueur dans ce film-là. Ça va de A à Z, mais alors à une vitesse pas possible. Comme tu le disais, Meryl, hein, les cascades, effectivement, c'est un ajout totalement artificiel. Mais par contre, elles sont incroyables. Bon, lui, il s'accroche à un hélicoptère au début alors qu'il est sur un hors-bord. Il prend un hors-bord, justement, il défonce une cabane de plage. À la fin, ça se termine en Fiat Punto dans les rues de Nice où il défonce tout le monde. Bah voilà, moi, je suis fan absolu. Je connais tous les dialogues, tous les rebondissements. Alors, tu disais 3 acteurs. Moi, il faut quand même en notifier un que j'adore. À chaque fois, je le recite. C'est Michel Beaune qui joue Rousseau, donc l'ennemi de Belmondo dans le film, qui va commencer à draguer sa fille. Oh, il joue tellement bien le mec veule, le mec lâche, le mec odieux. Moi, je l'adore. Il y a toute une troupe. Vas-y. Il est comme Bouquet, hein. Il aura toujours joué à peu près le même rôle, mais il aura très bien joué le même rôle. Et puis comme dans toutes les pièces de boulevard, tu sais, il y a toujours des rebondissements sur rebondissements sur rebondissements. À la fin, on se dit tiens, ça se calme un peu. Il y a le patron qui arrive, tout va bien dans la maison. Et puis il y a la mère de Sophie Marceau qui débarque, qui est Rosie Vart, donc l'interprète de Maggie, et que je trouve incroyable, qu'on fait aussi des caisses, mais qui hurle dans le film. Enfin voilà, moi scène après scène après scène après scène, je ne m'en lasse pas. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre de la comédie française. À chaque fois que je l'ai maté dans des
dans des magazines ou des sites, il a -1, il a 0. Voilà, c'est un film qui est très très répudié par tout le monde, qui est vraiment regardé par-dessus l'épaule en disant quelle merde, quel navet. Ben non, pour moi, c'est un chef-d'œuvre de la comédie. C'est l'un des chefs-d'œuvre de Bebel. Donc c'était son dernier film avec Verneuil cette année-là pour Les Morphalous. C'est pas le dernier avec Lautner, mais c'est sûrement le plus réussi, peut-être avec Le Professionnel et Flic au voyou, j'adore aussi. Enfin bref, Lautner, Bebel, pour moi, ça fonctionne à plein régime. Et voilà, et les scènes de Joyeuse Pâques, il y en a tellement. Le resto indien, moi, ça me fait mourir de rire avec Gérard Hernandez. Voilà, je vais faire une petite dédicace à mon père parce que mon père est très 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 fan de ce film aussi, il le met tout le temps. Vous appelez ça un baramati. On va finir sur cette phrase-là pour Joyeuse Pâques. En tout cas, voilà, c'est mon numéro 1 de 84. Je vais résumer, du coup. On a parlé de beaucoup de films encore en cette année 84. Parmi les films à voir, The Lonely Guy, Canicule, Marche à l'ombre, L'Hôtel New Hampshire, Il était une fois en Amérique, L'étoffe des héros, J'ai rencontré le Père Noël, Dead Zone, Star 80, Tricheur, La 7e cible, Les petits cons. Et pour le top de l'année 84, en 9e, La tête dans le sac, 8e, Les Morphalous, 7e, Risky Business, 6e, Pinot Simple Flic, 5e, Scarface, 4e, Notre Histoire, 3e, Karate Kid, 2e, Paris, Texas, 1er, Joyeuse Pâques. Voilà, il y en avait pour tous les goûts. Il y avait du film populaire, du film d'auteur, du film un peu planqué, du film plus connu. Qu'est-ce que tu as pensé de cette année 84, mais il était pas mal, il y a eu des bonnes choses. Oui, il y a eu des très bonnes choses et ça fleure bien les bonnes BO avec soit des bons sacs, soit c'est des bons morceaux des années 80. C'est Bien d'accord. D'ailleurs, tu sais qu'on va se dire au revoir après, on va écouter enfin parce qu'on a mis le thème principal de Joyeuse Pâques, mais j'insiste pour avoir l'autre thème de Joyeuse Pâques, on va écouter ça juste avant de vous dire au revoir. Merci Meryl, on se retrouve très vite pour 85. Salut César, à bientôt. À très bientôt à tous pour un César pour Meryl. On fera 85 dans quelques semaines. Ciao. Cinema.